Partant de là, vous êtes maintenant aujourd'hui, dans 10 ans, où est-ce que vous aimeriez être? Pour un studio dans Paris, il va te rapporter 900 € par mois, tandis que ce même appartement en location courte durée va te rapporter 30%, 40% de plus. Si j'arrive à sécuriser ma position suffisamment pour sécuriser la leur aussi, voilà l'objectif, quoi. Plus ça avance, plus on travaille ensemble, mine de rien, plus elle sait ce que je veux, comment je le veux, dans quel sens, etc. Quelle est, selon vous, la différence entre être un entrepreneur et faire du business? Ils ne sont plus ensemble, mais ils ne peuvent pas divorcer, parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Hors des Clous. On n'a jamais été aussi nombreux, parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes 4, et plus on est de fous, plus on rit. L'idée de cet épisode, c'est de pouvoir parler immobilier, mais également conciergerie. On va vous expliquer un petit peu, parce qu'on est avec Sofiane, qui est là, juste là, que vous voyez à l'écran. Bonjour, Rémi, Sofiane. Bonjour, c'est vrai, je vais trop vite, excusez-moi. Rémi, qu'on ne salue plus, parce qu'il est tout le temps là maintenant, mais qui est toujours là avec nous. Romain, que vous commencez à connaître bien, et moi-même, que vous commencez à en avoir marre de voir peut-être. Donc, sujet du jour, on va commencer directement avec une question intéressante pour juste se mettre en jambes. Quelle est, selon vous, la différence entre être un entrepreneur et faire du business? Sachant que c'est un peu ce qu'on avait un peu traité sur le podcast de la dernière fois, mais c'était une aparté. Du coup, finalement, le sujet, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un entrepreneur, entre un businessman, entre un investisseur? Romain, qu'en penses-tu? C'est vraiment la même question en fait. Oui, elle n'était pas dans le programme. Dans un autre épisode. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais plus ou moins répéter ce que j'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'effectivement, un entrepreneur est un bâtisseur, un businessman est un opportuniste. C'est pas du tout négatif la manière dont je le dis. Simplement, il va chercher l'opportunité en fait de faire du rendement plus ou moins rapide. Et un investisseur, c'est un petit peu l'opposé, c'est-à-dire qu'il va trouver des opportunités, mais de construire lui aussi un empire financier sur un temps long. Voilà, grosso modo, un peu ce que je dirais. Ton avis sur la chose. Sofiane, et toi, l'argent. Toi, tu fais une différence ou alors, dans tous les cas, pour toi, c'est de l'entrepreneuriat? Comment tu l'articules? Pour moi, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'on commence par être un entrepreneur et la finalité, tu finis par être un businessman, soit mélanger plusieurs types de business possibles. Je commence par exemple, pour ma part, dans la conciergerie. Et je peux dériver dans les e-commerce, dans l'investissement locatif, dans plein d'autres sujets, dans le ménage, dans le bâtiment. Donc à la fin, tu finis par être un businessman, mais on commence tous par être un entrepreneur, je pense. Donc l'entrepreneuriat, c'est plutôt une sorte d'idée, de philosophie. Tu as un mindset d'entrepreneur et ça te fait faire différentes choses. C'est ça. Un entrepreneur, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas d'un patron derrière lui. Donc il va monter son business, être son propre patron, que ce soit un chauffeur Uber, un Uber Eats, ou n'importe quoi, où il n'y a pas de patron derrière toi, où tu n'es pas contraint par les horaires. Et après, tu as des opportunités que tu saisis ou non, et tu deviens un businessman. Ouais, ok, c'est intéressant. Toi, Rémi, t'en penses quoi? Non, c'est ça, je rejoins Romain sur ça, c'est que pour moi, l'entrepreneur, c'est vraiment un créateur. C'est celui qui va créer sa boîte, créer son truc, un empire, entre guillemets, plus tard. On part de rien, il essaye d'arriver. Là où un businessman, c'est plus un opportuniste qui va essayer de grappiller. Là où il y a un investissement à faire, il va le prendre et qui peut changer rapidement. Là où un entrepreneur, en général, ne lance pas et ne commence pas à créer 15 business d'un coup. Là où un businessman peut aller chercher absolument partout tant qu'il y a la trésorerie derrière. C'est ça. Donc, C'est vrai que nous, ce qu'on avait un peu évoqué ce matin, c'était le côté, l'entrepreneur, il a son projet avec une vision. Donc, il est vraiment... Moi, j'avais évoqué Spotify. Celui qui a fondé Spotify, du coup, il arrive, il veut créer une grosse boîte et il est prêt à lever des fonds, etc. et à prendre tous les risques. Là où, par exemple, moi, je me retrouve plus dans le profil businessman, dans le sens où il n'y a pas une grande vision ou un gros projet, c'est plutôt quels sont les systèmes aujourd'hui qu'on a autour de nous qui nous permettent de faire de l'oseille. Tu vois, je vais te dire donner des exemples un petit peu à la con, mais nous on a fait un peu de la rémunération TikTok. On a vu que sur TikTok il y avait une opportunité. On fait ok, bam bam, il y a un business, on crée du contenu, hop, on encaisse des sous. Le e-commerce, dropshipping, etc. Même scénario, il y a un truc et tout, on encaisse des sous. Et c'est vrai que le rapport au risque et même la place dans la société de fait est pas la même. Parce que l'entrepreneur, entre guillemets, il donne. Il y a un côté un petit peu presque de chevalerie dans le délire. C'est qu'il est dans un truc où il veut faire les sacrifices qu'il faut pour son projet et la plupart d'ailleurs vont échouer. Là où 9 entrepreneurs sur 10 vont juste aller droit dans le mur. Là où quand tu fais du business, tu cherches juste des opportunités de thunes en mode voilà, je vais faire de l'oseille avec ce petit plan-là.
je vais aller faire du resell Vinted, de la rémunération TikTok, des refunds sur Amazon. Enfin bref, il y en a plein. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. On va s'arrêter là. J'ai une vidéo qui sort sur le sujet en plus. Allez voir ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc, et puis on faisait le parallèle aussi sur le fait que du coup, il y avait en France notamment un regard sur l'entrepreneuriat qui était assez sombre et assez péjoratif, alors que justement il y a différents profils en fait d'entrepreneurs. Il y a différents profils de patrons. Il y a différentes façons de faire de l'activité, et c'est dommage qu'en France, entre guillemets, il y a un peu un truc collectif où tout le monde met un peu dans le même panier en mode bon, les dirigeants et les entrepreneurs, tout ça, c'est des gens qui pensent qu'au pognon, alors qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans des démarches de création de valeur très intéressantes et tout. Moi, je te rejoins d'ailleurs par rapport à ça, au sens où les gens confondent en fait entrepreneuriat, il n'y a pas du gain, alors qu'en fait, tu peux très bien, comme tu dis, c'est plus une philosophie, c'est un état d'être. Je n'ai pas envie d'être salarié, je n'ai pas envie de répondre à un patron, à des horaires. Je me sens entrepreneur dans l'âme. J'ai envie de construire des choses pour en faire, pour vivre aussi, quelque part. C'est pas forcément non plus vouloir faire des millions, hein. C'est tout simplement, quelque part, quelqu'un qui veut ouvrir une boulangerie, c'est un entrepreneur. Ouais. Tu vois, donc quelque part, C'est pour ça que je pense que l'entrepreneuriat, c'est un tremplin pour le businessman. Parce que justement, le fait... j'ai plein d'idées. Par exemple, moi, j'ai plein d'idées de business. J'ai toujours plein d'idées de business en mode je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais j'ai soit pas les opportunités, soit pas l'argent, pas les contacts pour faire des levées de fonds, etc. En tant qu'entrepreneur, je te rencontre Hugo, je rencontre du monde, et ça me permet d'avoir, via mon entrepreneuriat, des contacts qui va faire que plus tard, je deviens un businessman parce que mes idées, je pourrais les concrétiser. Ouais, donc c'est plutôt une sorte de cercle vertueux que tu mets en place parce que tu es dans l'entrepreneuriat, et qu'en fait ça te met dans cette philosophie et de ce rythme, ce tempo-là, quoi. Je pense que tous les businessmen sont des entrepreneurs. Ouais. Par exemple, tu as parlé de Spotify. Spotify, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui a eu une idée tout bête. Et les gens aiment la musique. Il y a des gens qui font de la musique. Bah, écoute, je fais une plateforme où tu peux écouter la musique de ces gens-là. Juste avec un abonnement, pas besoin de payer de CD, pas besoin d'avoir de chaîne hi-fi, pas besoin d'avoir de lecteur MP3, Walkman, comme à l'époque. Ouais. Tu as juste, maintenant, les téléphones, tu as juste besoin d'avoir Spotify ou Deezer, et tu peux regarder tout. C'est pareil avec Netflix. Le mec t'as créé Netflix parce que il y a des vidéos, il y a des films, il y a des séries. Bah, t'as pas besoin d'avoir un DVD, t'as pas besoin d'avoir la TNT, le câble. Bah, tu peux regarder. C'est un entrepreneur, mais c'est un businessman, le mec. Il a eu l'opportunité. Et comme je dis, c'est un entrepreneur, mais il a saisi une opportunité. Ouais, je capte. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous de vos réponses. On va passer au point suivant. Et en fait, du coup, on va te présenter, hein, Sofiane. Alors, pour la petite histoire, du coup, Sofiane, nous, on se connaît dans un contexte de collaboration, finalement. Je vais te laisser expliquer un petit peu ton parcours, mais du coup, effectivement, moi, je mets mon appartement en Airbnb. Je cherche une entreprise qui peut m'aider pour la gestion. Et je tombe sur toi et ta compagne qui font du contenu, du coup, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. Et qui parle effectivement de votre service de conciergerie. Je vous appelle, et maintenant on va travailler ensemble. Et de fait, comme tu disais, les choses sont assez bien goupillées, etc. Et pas longtemps après, je fais Sofiane, viens nous parler de tout ça sur Hors des Clous. On charge des invités. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais je te laisse peut-être nous parler un petit peu du coup de ton parcours, des moments clés, que tu estimes comme étant des moments clés pour en arriver là où t'en es, et nous expliquer du coup ce que tu fais aussi actuellement. Moi, c'est Sofiane, du coup. Enchanté. Et je travaille avec ma femme, Lina. On a ouvert notre conciergerie immobilière. Donc, c'est une conciergerie qui est spécialisée dans les logements Airbnb, comme tu le disais. Nous, on se spécialise surtout dans les logements atypiques. Donc, type Cinéma Room, Love Room, Jungle Room et d'autres idées. Hein. Franchement, on n'est pas fermé. Et du coup, on a décidé d'ouvrir cette conciergerie il y a un peu moins d'1 an. Parce qu'on est passionné d'immobilier depuis des années. C'est vraiment une passion qui nous réunit. Donc, on a décidé donc on a décidé d'ouvrir cette conciergerie parce qu'on est passionné d'immobilier, et on voulait pas. J'avais fait des études de profession immobilière. La location longue durée, c'est assez redondant.
même les transactions immobilières, c'est la même chose. C'est pas ce qu'on voit à la télé avec Stéphane Plaza. C'est moins fun. Mais par contre, le Airbnb, c'est des rencontres. C'est des gens qui sont des hôtes, qui partagent leur appartement avec plusieurs voyageurs. C'est des gens qui voyagent, donc qui aiment le voyage. Nous, on fait partie des gens qui aiment le voyage, qui adorent voyager, découvrir des lieux, découvrir des endroits. Passion commune, je pense, autour de cette table. C'est ça. Et c'est un business qui a une forte rentabilité. Et ça, c'est plutôt intéressant. Quand un appartement en longue durée peut te rapporter, pour un studio dans Paris, c'est le maximum, c'est vraiment le plus gros truc qui va te rapporter 900 € par mois, mais c'est pas du cash flow, c'est vraiment juste ton chiffre d'affaires, tandis que ce même appartement en location courte durée va te rapporter peut-être 30%, 40% de plus, c'est tout de suite plus intéressant. Et derrière, tu as un vrai contact avec ton propriétaire, tu as un contact avec les voyageurs, avec l'humain, qui est plutôt intéressant, qui est plutôt cool, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. Et derrière, on a aussi lancé une société de ménage spécialisée dans le Airbnb, parce que c'est la première problématique que tout le monde a, c'est comment vous faites pour la gestion du ménage, comment vous faites pour la gestion du linge, parce que c'est quelque chose d'important quand tu vas voir un propriétaire et que tu lui dis que ton appartement l'avantage du Airbnb, c'est que ton appartement est toujours propre, mais que tu as une mauvaise gestion du ménage, c'est compliqué. Donc on a ouvert cette société de ménage qui marchait mieux que le Airbnb, que la conciergerie, parce que tu n'as pas besoin de chercher des clients. Ouais, il y a une trop forte demande. Donc. On est parti dans un salon, dans le salon de la location courte durée. Et je discutais avec quelqu'un, c'était tout de suite « Ah, je prends ton contact, j'en ai besoin, ceci, cela », et à la fin, tu es obligé de faire des tris. Obligé de refuser plein de clients parce que soit leur bien, c'est pas intéressant, soit c'est trop loin, soit j'en ai trop. C'est pas possible. Et vous opérez où avec la boîte de ménage? Du coup, c'est uniquement toute l'Île-de-France. Toute l'Île-de-France, sauf le 77. Ok. Parce que y a d'autres entreprises de ménage. Une entreprise de ménage que j'avais appelée justement pour la conciergerie qui lui opère que dans le 77. Donc je préfère les aiguiller là-bas, chez mon confrère, plutôt que d'aller chercher des femmes de ménage ou des hommes de ménage, ou des non-genrés. Il maîtrise les réseaux sociaux à la perfection. Et plutôt que je préfère me concentrer, 77, c'est grand, c'est vaste, il y a du monde, allez-y. Ouais, non, c'est super intéressant. Mais du coup aujourd'hui, donc si on résume, tu as une activité, donc la conciergerie, et à côté, du coup, une boîte de ménage qui fonctionne vraiment bien de ce qu'on comprend. Et également le bâtiment. Et une boîte dans le bâtiment. Alors, c'est pas ma boîte. Ok. C'est un ami. C'est un ami avec qui je rapporte des affaires pour lui, on va dire, parce que de base, moi, je suis du bâtiment. Ok. Donc, j'avais fait mon bac en électrotechnique, j'étais dans le monde du bâtiment. Après, je me suis jamais éloigné de l'immeuble. Bâtiment, immobilier. Ouais, de fait, c'est toujours le même système. secteur. Je vais pas aller vendre des fruits. Ouais. Ce qui est très bien d'ailleurs. Mais attention, on n'a rien contre les vendeurs de fruits, qu'on s'entende. C'est tout à fait respectable. Et on en a besoin. J'adore les pommes, tiens, vraiment. Et donc, du coup, voilà, on est resté avec ma femme dans le même secteur, l'immobilier. Bon, elle, de base, elle est comptable. Ouais, ok. Bac plus 5. Ce qui peut servir malgré Ça tout, en sert fait, de fou. dans ce secteur. Ça nous sert de fou malade. Ouais, Heureusement qu'elle est là, vraiment, parce que je me serais peut-être cassé la gueule plus d'une fois sans elle. Donc voilà, c'est très important. Ok, super intéressant. Et du coup, t'as le sentiment, ça fait combien de temps que c'est une démarche entrepreneuriale à tes yeux? Enfin, parce que du coup, de ce que je comprends, donc t'as été dans le bâtiment pendant un temps, mais donc pas en indépendant. Alors non, au début pas en indépendant, j'avais commencé dans les fenêtres. D'ailleurs, si tu veux un devis en double vitrage. Tout compris. On en parle juste après. J'étais dans les fenêtres, c'est comme ça que j'ai commencé en tant que commercial, on va dire, dans les fenêtres, parce que je voulais pas travailler dans le chantier. Vraiment, c'était pas pour moi. J'ai mal au dos, pas le temps. Et donc commercial, c'est pour moi ce qui a rapporté le plus d'argent, on va pas se mentir. Bien sûr. Dans les fenêtres, puis j'ai eu une opportunité à travailler dans l'isolation et tout corps d'état, dans une entreprise que j'ai quittée malencontreusement, mais qui m'a permis de travailler avec un sous-traitant qui est devenu mon ami. Et cet homme-là, je sais qu'il travaille très bien, je sais qu'il fait des bons tarifs, etc. Et il m'a dit, écoute, toi tu ramènes des affaires, je te file de l'oseille. Et derrière, moi je l'ai fait. Je lui ai dit, écoute, bingo. Et c'est là où j'ai commencé vraiment l'entrepreneuriat dans le bâtiment, puis dans la conciergerie, puis dans le ménage. C'est fou. Et en réalité, tout se rejoint. Surtout que maintenant, nous, on veut se spécialiser dans l'atypique. Ça se rejoint parce que
Par Bah, il y a exemple, toi, besoin t'as besoin de de faire travaux. des aménagements, Des il faut des aménagements. travaux, tout ça, bien sûr. Ouais. Donc, c'est un écosystème qui se donne de la puissance. En fait, chacune de tes activités vient donner de la force aux autres activités. C'est Et c'est ça. vrai que c'est assez fort et ça te permet d'économiser beaucoup de coûts, surtout sur le fait de devoir déléguer. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent là, qui peuvent se poser la question d'ouvrir une conciergerie. Est-ce que c'est un bon plan ou pas? Bah, c'est vrai que de fait. Non, n'ouvrez pas à Paris en tout cas. Mais de fait, tu avais une posture très intéressante pour te lancer là-dedans, étant donné les ressources que tu avais. Alors qu'effectivement, moi, demain, je voudrais me lancer. Je serais bon. Je sais faire des pubs sur Facebook. Je suis pas sûr que ce soit le plus game changer. Non, mais toi, par exemple, si tu te lances, ouais, tu as un avantage, c'est que tu es justement dans les réseaux et que c'est ton métier, que tu sais faire ça. Peut-être que j'aurais des Moi, j'ai facilités pas. à aller chercher des clients, contacts. des prospects, C'est ça. des propriétaires. Rémi, je pourrais facilement t'approcher. Ouais, oui, il me ferait pas confiance. Faudrait que je fasse tes preuves. Ah bah écoute, je te montrerai mes résultats Media Buying, tu diras ah oui, c'est vrai. mais effectivement, il faut capitaliser sur les points forts qu'on a. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Toi, la conciergerie, c'est venu naturellement ou parce que j'ai vu qu'il y a aussi de plus en plus des gens qui le présentent comme un business, des formateurs. J'ai vu même de conciergerie. J'ai vu un mec à Rennes qui dit bah, t'achètes une formation business model conciergerie. Il y en a même maintenant qui t'ouvrent ta conciergerie. Je pense que c'est pas le mieux à faire, qui t'ouvre ta conciergerie clé en main. T'as ta conciergerie avec un client ou deux ou trois. Faut faire attention. Les formations, il faut faire attention auxquelles on prend, etc. Il faut se former. C'est important parce que la conciergerie, c'est un métier. Être hôte, co-hôte du moins, c'est un métier. C'est du temps. C'est du temps passé pour les voyageurs. C'est parce que voilà, on accueille des gens chez nous. Il faut bien faire attention aux personnes qu'on accueille. Soit bien trier, soit voilà, faire attention au logement, ou à tous les détails, tout ce qu'il y a dans le logement. Que ce soit des tableaux, que ce soit de la vaisselle, etc. Parce que c'est un coût pour le propriétaire. Bien parce sûr. que le but, c'est quand même de faire gagner de l'argent au propriétaire sans qu'il ait à se prendre la tête avec son logement, à venir faire les check-in, les check-out, savoir automatiser un bien. Ça, c'est votre rôle, le rôle de la conciergerie à 100%. Ça, c'est le rôle de la conciergerie à 100%. C'est vraiment un propriétaire, il vient. Il nous donne les clés de son logement et nous, on lui donne un chèque à la fin du mois. Ou un virement, du coup. À la fin du mois. Et tu n'as rien à faire. Ton logement, il est propre. Il est bien tenu. Il est automatisé. Les clients, toutes leurs questions, ils sont répondus. Ils savent comment rentrer dans le logement. Ils sont satisfaits. C'est super important. Parce qu'il faut savoir, sur Airbnb, une note de 4 sur 5, c'est une mauvaise note. Ok, ouais. Vraiment. Donc, le but, voilà, c'est d'avoir 5 sur 5. C'est que le propriétaire, il soit content, qu'il paye soit son crédit, soit qu'il ait l'argent qu'il a envie pour aller lui justement voyager. De qui tu parles? Du propriétaire, je sais pas moi, des gens qui veulent aller à Bali par exemple, je sais pas. C'est bizarre, Au hasard, ces gens-là, c'est dingue. Au hasard, au hasard. Comportement. Donc c'est assez important parce que je suis sur des groupes Facebook, parce qu'il y a beaucoup de groupes Facebook justement pour les hôtes, pour le Airbnb, etc. Et des fois ça me fait rire. Je vois des personnes qui s'occupent eux-mêmes de leur logement et qui posent des questions, mais tellement faciles à répondre. Donc ouais, mon voyageur, il m'a volé des serviettes. Qu'est-ce que je fais? Nanana. Est-ce que je dois ne pas fournir les serviettes? Après, si on fournit pas le linge, on est exonéré de TVA sur Airbnb. Donc c'est pas mal. Des C'est pas petits mal. tips Des comme petits ça. tips comme ça, c'est pas mal. Non, tu le factures. Aircover. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Aircover. Mais le Aircover, c'est magique. Toi, le Aircover, ça t'évoque quoi, Rémi? C'est magique. Ok, ouais. Donc, une sorte de... J'ai eu des putes dans l'appartement. Alors, Ça, c'est important. raconte-nous encore cette histoire où tu louais à des prostituées. C'est juste... En fait, ça, Désolé, c'est j'ai un pas titre. fait exprès, je ne savais pas qu'on avait pas le droit, ok? Il faut la raconter à chaque fois, ça permet de mettre le mot prostitution sur la vignette et généralement les gens cliquent plus, bizarrement. En réalité, mais c'est un vrai problème dans le Airbnb. Prostitution, trafic de drogue. Trafic soirée. de drogue aussi. Ah oui. Ah non, Soirée, ça j'imagine. ouais, soirée, Mais bon, ça c'est du classique à la limite. mais Trafic de drogue, je savais pas ça. pour la petite histoire, une maison qu'on a dans le ménage, pour le ménage, ils sont venus, c'est une grande maison, 200 mètres carrés, avec jacuzzi, franchement super belle baraque. Les mecs, ils sont venus pour faire une fête, ils ont dit qu'ils seraient 10, qu'il y aurait un peu de musique, etc. Ils allaient faire un tournoi FIFA. Bon, mon client, la Un conciergerie... semblant de transparence. Tu sais, tu Ouais, montres un truc. il a dit, on va faire une petite fête. Et on va faire un tournoi FIFA également. Hmm. Bon, il a dit, tranquille, ça va être cool. Ils ont fait des feux d'artifice. Dans Il y la avait maison. Non, dans le jardin. Ah, Non. Dans la salle de bain, bam. La maison, c'était... On est arrivé, la maison, c'était un bordel. C'était un bordel monstre.
Et j'étais en mode, bah ouais, mais bon. Je voulais pas dire, t'as mal fait ton travail, parce que c'est pas de la faute de la conciergerie, parce qu'ils arrivent, c'est des personnes comme toi, moi. C'est quoi que tu préconises dans ces cas-là? Est-ce que du coup, il vaut mieux dire non, quitte à faire moins de remplissage? Des amendes. Tu mets en place un système d'amende? On met en place des systèmes d'amende. En gros, on met en place dans le logement un boîtier décibel. Alors, j'ai oublié le nom. C'est ma femme qui connaît très bien ça, mais moi, j'ai oublié le nom du boîtier décibel. C'est un abonnement de 15 € par mois. Et il te permet, en fait, s'il dépasse un certain décibel, de prévenir et la conciergerie et les voyageurs en mode vous faites trop de bruit, vous faites une fête, etc. Vous faites trop de bruit, veuillez baisser le son, sinon vous aurez une amende de 200, 300, 400 €. D'accord. Et cette amende, elle est... Pardon, je suis à le micro. Cette amende, elle est prélevée automatiquement. Comme il y a les cartes bleues sur, Ouais, comme sur Airbnb, il y a les cartes bleues, etc. C'est prélevé automatiquement. Quand les voyageurs viennent, ils signent une charte, un contrat. Pas un contrat, j'aimerais pas dire que c'est un contrat, mais c'est un règlement d'intérêt, on va dire. Charte de bonne conduite. C'est ça. Donc ils le signent, et quand ils le signent, ils sont d'accord que s'ils ne respectent pas les règles, bah, y a une amende, parce que nos propriétaires, ils ont pas le temps d'aller se faire convoquer par la police parce que les voisins se plaignent qu'il y ait des fêtes jusqu'à des 6h du matin, parce que voilà, il faut respecter le voisinage, etc. Quand on a un logement qui est très éloigné de toute population, ok, c'est une chose. Il faut juste rien casser dans le logement. Mais quand il y a des voisins, il faut respecter. Beaucoup ne le font pas. Enfin, beaucoup. On va dire 30% ne le font pas. La majorité sont très respectueux. Et du coup, on met en place ce genre de truc, des amendes. D'accord, ouais. Non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui hésiteraient à mettre leur truc en Airbnb parce qu'en fait, il y a plein de problématiques qu'ils voient et ils voient pas du tout les solutions ou les choses qui peuvent être mises en place pour le corriger. Et en fait, là, bah, ça répond à pas mal d'objections. C'est que tu te dis, bah, en fait, tu gardes le contrôle quand même. Tu peux faire un filtre. Malgré ton filtre, derrière, tu as des trucs que tu mets en place pour limiter les problèmes. Bah, en fait, les plus grosses objections qu'on a quand je fais de la prospection, quand j'appelle des propriétaires, c'est ouais, mais Airbnb, je sais pas qui vient dans mon logement, j'ai peur du squattage, j'ai peur de ceci, mon logement qui va être saccagé, etc. Bah, moi, je leur fais comprendre que non, parce que là, vous répondez vous-même à vos problématiques. Vous savez pas qui vient dans le logement, bah, c'est trié. Déjà, on peut ou pas accepter un voyageur. D'accord. Donc, sur Airbnb, il n'y a pas que les logements et les hôtes qui sont notés, il y a aussi les voyageurs. Moi, je sais que sur Airbnb, j'ai pas une très bonne note parce que j'ai eu un problème avec un Airbnb. Le feu d'artifice, c'est toi. Oui, c'était moi. Mais la prostitution aussi. Et donc, ils peuvent ou non me refuser. Il y a également quand ils disent que le logement ne sera pas tenu, etc. Bah, non, parce qu'après chaque départ, il y a le ménage qui est fait, qui est carré. La troisième problématique du squattage, bah, la loi est faite, à l'époque c'était 48 heures pour pouvoir dégager un squatter. Maintenant je crois qu'elle est passée à 8 jours. Je crois qu'elle est passée... Non, mais c'est mieux. Parce qu'à l'époque on n'avait que 48 heures pour faire dégager un squatter et maintenant c'est passé à 8 jours. Okay. J'avais compris l'inverse. Je pensais que le squat en France, c'est un débat houleux. Mais en vrai, tu viens chez moi, je te jure, tu vas sortir. Je vais pas parler 107 ans. T'as mis le compteur à ton nom, bah c'est bien, paye pour mon électricité, mais casse-toi, tu vois. Du coup, ouais, on a maintenant 8 jours pour faire dégager un squatter. Un Airbnb, en règle générale, c'est soit un week-end, soit maximum une semaine. Sachant que tout ce qui est pour changer l'électricité, etc., il faut le compteur PDL. Ça, on peut le cacher, il y a moyen de faire en sorte que les squatteurs ne puissent pas voir le numéro PDL pour changer de contrat. Donc le Airbnb, vraiment, moi je suis désolé, pour squatter un Airbnb, il faut le faire, quoi. Ok. Ouais, effectivement, donc il y a beaucoup de craintes qui peuvent être fondées, mais en tout cas, il y a des réponses et des solutions pour chacune. Après, c'est la rentabilité aussi derrière. Ah, tout à fait. Vous avez, c'est quoi les profils que vous avez le plus ou que vous sentez que vous pouvez le plus avoir? C'est des gens qui ont déjà payé leur logement ou globalement c'est des gens qui font de l'invest? Les deux. Après, maintenant, il faut comprendre, nous, on va cibler des gens qui sont ouverts d'esprit, pas fermés dans non, je veux juste vous laisser mon logement comme ça et vous le mettez en Airbnb. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme tout marché. Il y a un boom du Airbnb en ce moment. Donc, c'est comme tout marché. Aujourd'hui, un Airbnb classique sur Paris, à 100 € la nuit, il y en a 5, 6, 10, 15, 20, 50. Je préfère mettre 100 € de plus et rajouter un vidéoprojecteur avec une toile. Et ce sera mieux loué parce qu'il y a ce truc en plus. Ouais. Aujourd'hui, les gens ils comprennent pas que c'est pas
de la longue durée, c'est vraiment de la courte durée. Donc quand les voyageurs vont venir, ils vont venir pour une expérience, ils vont venir pour un kiff. Donc ils vont venir dans un logement, même rien que pour le travail. Tu viens dans le logement, tu as un jacuzzi ou une balnéo, plus un vidéoprojecteur, bah, tu rentres, même si tu es là pour du travail, sur Paris, bah, moi quand tu rentres dans ton logement, tu passes un bon moment, tu te détends. C'est quoi ton rapport, toi Rémi, au logement atypique? T'as déjà essayé? Qu'est-ce que t'en penses? Non, j'en ai pas. Un peu plus près du... J'en ai pas spécialement. Après, je comprends le côté où tu vas rajouter un plus. De toute façon, le but, c'est les photos qui te font cliquer. C'est les gens qui vont venir si tu as des bonnes photos. Donc, si tu as un vidéoprojecteur avec Netflix, ça peut cliquer plus. Maintenant, mes appartements ne se prêtent pas forcément à ça parce que c'est souvent des petites surfaces. C'est les meilleurs. Oui, mais mettre un vidéoprojecteur quand tu n'as même pas de pièces. Ah, mais c'est les meilleurs. Après, c'est à voir. C'est à voir. Non, mais en vrai. Mais c'est surtout que moi, je vise pas forcément vu que je suis pas dans Paris, j'ai vraiment des gens qui viennent, qui arrivent à 23h minuit, qui repartent à 6-7h du matin. Je suis pas sûr que moi. Un vrai hôtel de passe. Après. C'est vrai? De quoi? Il a dit c'est un vrai hôtel de passe. Ah oui, non, mais il y a très souvent. Tout est Airbnb et la prostitution, c'est ça? Alors, ça, on coupera. C'est ça le atypique. Moi, c'est atypique, mais on n'a pas dit lequel. Ça reste atypique. Hein. Mais ouais, très souvent, ils sont vraiment de passage. Ils dorment très peu dans. Ça va, ça vient. Ouais, c'est quoi ça va, ça vient. Parce que c'est des proches aéroports, c'est ça? C'est très très proche à l'aéroport. Ça peut être des Orly ou des Beauvais. Après, c'est pas de l'atypique à proprement parler, mais ça reste un logement. Singulier, avec une singularité. Voilà, il y a quelque chose en plus. C'est que c'est parce que c'est proche à l'aéroport, donc il y a un besoin. Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc là-dessus, la stratégie, par exemple, que nous, on va mettre en place sur un logement comme celui-là, proche à l'aéroport, ça va être du Airbnb, du Booking classique, mais ça va être également sur des plateformes spécialisées pour des ouvriers, des travailleurs. C'est ça. Parce que c'est ce que les gens vont... Parce que ce lieu, c'est parce que ça prête à ça, quoi. C'est ça. Après, on peut quand même mettre un vidéoprojecteur, quoi. C'est pas mal aussi. Non, mais c'est sûr que sur une photo, si tu l'as, ça fait toujours un plus, parce que ça ne sera pas toutes les photos qui l'auront. C'est une cible différente. C'est vrai que c'est une cible différente, mais qui est intéressante et qui a un fort taux de rentabilité également. C'est ça. Mais après, moi, c'est en termes de prix. Je sais que parce que je suis loué à plus de 80%. Tu as quoi, 50, 60 € la nuit? Je suis à 55. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. C'est la moyenne. Je pourrais, tu vois, en mettant un vidéoprojecteur à 23 mètres carrés, je le mettrais pas à 80 ou 90 €. Donc c'est pour ça que j'en vois pas l'intérêt, mais je comprends totalement sur Paris, par exemple, d'en mettre. Oui. Tu vois, de faire des atypiques, je comprends. J'avais même l'idée de faire les Airbnb à thème, Harry Potter, les trucs comme ça. Alors ça c'est pas mal. On en avait parlé avec toi, Hugo. Ça c'est pas mal, mais quand tu y réfléchis, soit tu as une grande maison, que tu arrives à diviser avec plusieurs thèmes, et là tu te fermes pas, entre guillemets. Soit sinon tu te fermes à une cible. Ouais, bien sûr. Et ça c'est problématique. Faut voir si tu as énormément de demandes. Après, donc, comme on disait, c'est important de pas se fermer. C'est comme si tu ouvrais une charcuterie 100% porc en Algérie, quoi. Bon, ta cible elle est très 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 faible, quoi. Ça va être dur. Ça va être très dur. Donc en vrai de vrai, pourquoi? Parce que les mecs super chiants qui vont rentrer dans ils sont pas fans. Ok, d'accord, je comprends. Donc se fermer, après c'est sympa. Par exemple, si tu es aux États-Unis, proche des studios Warner Bros, t'as un truc comme ça, ah ouais, non, bien sûr. Il y a quelque chose à faire. T'es proche Disney, tu fais un thème Disney, ça marche. Bien sûr. T'es en plein centre de Paris, tu fais un truc Disney, t'auras un taux de remplissage peut-être de 20%, 30%, mais c'est pas... C'est ça. Sauf si tu mets ta nuit à 600-700 €. Ah bah forcément, tu la mets pas à 50 €. Hein. Par exemple, je connais quelqu'un qui a un logement à Saint-Ouen. Pareil, c'est une cible, c'est très ciblé. Le mec, c'est un marchand il fait des ventes en enchères et son appartement, tout est à vendre. Ah, ouais. C'est pas mal ça comme concept. Franchement, c'est jamais loué. Ah ouais. C'est juste rigolo en fait, c'est rigolo. Mais parce que c'est le début. Et ça, par exemple, tu peux pas le mettre sur Airbnb, tu peux pas le mettre sur Booking, parce que c'est pas rentable. C'est trop dangereux. Parce qu'il y a donc là, il faut aller faire de la prospection en direct dans des galeries d'art, dans des trucs comme ça. Mais après, ça va marcher. La conciergerie qui s'occupe de ce bien-là, ils sont doués. Et je sais que ça va marcher. Mais voilà, c'est un thème qui est intéressant. Il y a de quoi te faire, surtout pour le proprio. Là, s'ils ont tout son logement, il est malin. Hein. Ça a été très malin. Hein. Et j'ai une petite question sur Airbnb en dehors des spécificités même du Airbnb, c'est-à-dire effectivement à thème ou pas. La pression qu'on voit de plus en plus dans les grandes villes justement contre Airbnb, c'est-à-dire le taux de le nombre de nuits qui est de plus en plus limité. La loi de compensation. Ouais, comment ça se passe par rapport à ça? Alors c'est très compliqué, mais en même temps ça permet, en fait c'est 2 poids 2 mesures.
Moi, j'ai tendance à dire ils font chier parce que ça nous bloque sur pas mal de logements et pas mal de personnes. Mais également, je me dis, mais au moins, ça professionnalise le Airbnb. Du coup, ça évite n'importe quoi. Et après, c'est la crise du logement, etc. Bon, ça, après, c'est un débat différent. Il y a ce truc aussi, d'une certaine manière, ça bloque tout le monde au même niveau. C'est C'est-à-dire ça. qu'il n'y a pas non plus d'abus ou de concurrence déloyale, c'est que de fait, tout le monde qui fait du Airbnb, ça crée de la rareté dans les Airbnb C'est ça. à Paris. La rareté, bon, parce qu'en gros, pour pouvoir louer sur Paris, donc je parle Paris intramuros et certaines régions d'Île-de-France, je crois qu'ils comptent plus de 200 ou 300 000 habitants, qui peuvent mettre en place cette loi, la loi de compensation, et les 120 jours maximum. Pour pouvoir louer 120 jours maximum, il faut que ce soit la résidence principale. D'accord. 120 jours, c'est pas 120 jours d'affilée, c'est pas 120 jours, c'est pas 4 mois d'affilée, c'est 120 jours ouvrables. Du coup, c'est 120 jours occupé par quelqu'un. Ouais. C'est ça. Du coup, ça peut faire 6 mois, 7 mois, 8 mois. En général, ça fait 6 mois. Donc, c'est pas déconnant non plus. Après, derrière, on peut faire des bails mobilité, on peut faire des bails en résidence secondaire, des baux en résidence secondaire. Ouais, c'est ça. Parce que il y a si c'est pas ta résidence, parce que par exemple, toi, c'est ta résidence principale. Moi, c'est ma résidence principale. Mais si tu en fais un business, si un petit peu comme toi, Rémi, comment ça se passe là, en nombre de nuits si c'est une résidence secondaire, il faut la compensation. Donc en gros, la compensation, c'est quoi? Pour 1 mètre carré loué en Airbnb, il faut 1 mètre carré loué soit acheté en compensation, soit que tu mets en location classique. Après, il faut voir avec les mairies. Toutes les mairies ne font pas la même. Il y a certaines mairies où il y a la compensation, mais il y a 2 ans de tolérance ou 1 an de tolérance. Ça va dépendre des mairies. Donc le propriétaire, c'est à lui de faire les démarches. Malheureusement, on ne peut pas nous faire les démarches pour le propriétaire parce qu'il demande beaucoup de documents. Il doit faire la démarche auprès des mairies pour savoir ce qu'il en est. S'il a le droit de faire du Airbnb, comment, pour avoir parce qu'il lui faut son numéro d'enregistrement. Donc il complexifie. C'est dur. Il complexifie la chose pour justement éviter les abus. Et également pour les hôtels, pour machin, parce que beaucoup c'est un peu comme les Uber. Quand les Uber sont arrivés, les taxis ont manifesté, etc. Et du coup, ils ont rendu. Encore une fois, moi je suis pas d'accord. Enfin, je pense que moi, je suis pas d'accord. Toi non plus, j'imagine, mais on n'est pas sur le même service du tout. De toute façon, ça n'a rien à voir. C'est différent. C'est très différent. Tu vois, par exemple, là, j'étais à Bangkok encore le mois passé. J'ai loué une résidence sur Airbnb et à la fin du séjour, je suis allé sur une île. Ensuite, et à la fin du séjour, pour les 4 derniers jours, j'ai pris un hôtel. C'est pas différent. Service. C'est totalement différent. Service. Ça n'a rien à voir en termes d'expérience. Et ce sont les mairies qui régissent justement, qui dictent. Ou alors c'est l'État. Alors donc la loi de compensation, c'est quelque chose qui a été donné à tout le monde, mais c'est les mairies qui vont gérer ça. Par exemple, dans Paris, c'est la mairie du 10e qui va gérer le 10e arrondissement. Okay. Parce qu'en fait, la compensation ne va pas être la même dans tous les arrondissements. Dans le 10e, ça va être différent que dans le 20e, ça va être différent dans le 11e, dans le 1er, dans le 8e, etc. Il y a certains arrondissements de Paris où la compensation va être une douillerie. Ça va être 1 mètre carré acheté, 1 mètre carré pour 2. Donc, il va falloir doubler ton mètre carré pour faire ta compensation. Donc, c'est une vraie. Voilà, c'est pas rentable. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rapprocher de la mairie. Après, si on connaît quelqu'un à la mairie qui peut glisser un petit truc, c'est cool. Ça. Mais je pense qu'en France, c'est pas possible. Alors qu'à Bangkok. C'est des choses qui se font naturellement. Ok. Les gars, si ça vous va, on fait un tour de table sur nos projets immobiliers du moment. Pour voir un petit peu où on est chacun en immobilier, parce que de toute façon, on est tous entrepreneurs ici, donc on a tous un regard sur l'immobilier, mais juste pour voir où on en est chacun, même si on sait que le King est à cette table. Romain, par exemple, si on commence par toi, quel est ton rapport à l'immobilier et est-ce que tu as des projets en cours? Non. Bon, voilà. Non, mais comme j'avais déjà répondu au précédent épisode avec Rémi, je suis propriétaire de ma propriété, de ma résidence principale qui est payée, un appartement. Et puis j'ai une petite maison aussi qui est payée, que je mets en location longue durée, avec des locataires qui sont là depuis 18 ans, je crois, comme ça. Ils payent rubis sur ongle, rien à dire. Je les fais jamais chier, ils me font jamais chier. Jamais un coup de fil cumulé, c'est retardé, jamais rien. Ils se débrouillent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des locataires de rêve. Ils sont peut-être partis depuis 18 ans. Qui tiens le prélèvement automatique. Il y a 2 cadavres dans sa maison. Écoute, si c'est ça me va très bien. Finalement. Non, j'ai jamais eu, j'ai toujours eu plus ou moins peur, comme je l'avais dit aussi à Rémi,
de faire de l'immobilier en France. Mon père a fait pas mal d'immobilier. Il a eu énormément de problèmes, notamment avec des squatteurs, avec des problèmes de gens qui ont tout cassé. Enfin, moi, ça m'a toujours fait. Voilà. Donc lui, j'ai l'impression qu'il a accumulé un petit peu l'ensemble des problèmes que ne rencontre pas forcément tout le monde, hein, puisque comme toi, Rémi, tu disais à part les prostituées, bon, c'est récurrent, mais à part ça, t'as pas tellement de problème. Non, mais je veux dire, apparemment, t'as pas particulièrement de problème. Par contre, là, moi, donc je m'expatrie l'année prochaine en Thaïlande, définitivement. Et là, j'ai des projets immobiliers sur place. En Thaïlande. En Thaïlande. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, alors c'est plus simple et plus compliqué. Je crois en Thaïlande, c'est comme à Bali, t'es pas propriétaire du sol. En fait, t'es pas propriétaire du sol si tu loues. Enfin, si tu achètes une maison sur le sol, le sol est sacré, c'est réservé aux Thaïs. Donc tu dois en fait louer. Tu fais du leasing comme à Bali, effectivement, sur 30. Apparemment, ça va passer à 60 ans, voire à 90 dans les mois qui viennent. C'est comme en Angleterre. Voilà. Donc 90 ans, moi, ça me paraît, ça serait pas mal, ce serait bon calcul. 30 ans, c'est un peu juste. Par contre, si tu achètes un appartement dans un condominium, il n'y a pas de problème. Dès que c'est en hauteur, en fait. Dès que c'est en hauteur, dès que tu n'es pas sur le sol. C'est marrant comme manière de réagir. C'était propriétaire dans les airs, mais c'est tout. Ce qui est pareil, vous voulez faire, j'avais entendu, j'avais lu sur un truc d'immobilier, un blog d'immobilier, qu'ils voulaient faire la même chose sur Paris. Donc Paris Intramuros, qui voulait que toutes les personnes qui les achetaient sur Paris n'étaient pas propriétaires réellement. Enfin, ils étaient propriétaires jusqu'à 99 ans, je crois. Je pense que ça finira par arriver. Il faut pas. Non, mais je sais bien qu'il faut pas. Qu'est-ce que tu faut arrêter. Mais je pense que ça finira par arriver. Ouais, je pense aussi. La propriété disparaîtra comme pour tout. Comme pour les voitures, tu n'auras plus le droit d'avoir ta propre voiture. Il y aura tout un tas de trucs comme ça. Et pourquoi est-ce que l'immobilier, ce serait différent ? Tu seras propriétaire des murs et le terrain ne t'appartiendra pas. Tu l'auras. Ce qui permettra enfin pour l'État de dire au moins on pourra faire payer, même un propriétaire qui a fini de payer ses traites, tu continues de payer à vie. J'imagine qu'on en reviendra là, malheureusement. J'espère qu'à ce moment-là, plus personne sera. Enfin, nous, on ne sera sûrement pas en France. On a pour aussi objectif d'être expat, ou encore, on ne sait pas. Mais lui, il sait, moi aussi, je sais. L'Asie, je trouve ça stylé, mais pour les vacances, je ne sais pas si je pourrais moi m'expatrier en Asie. T'as fait un petit peu, je me rappelle plus. Pas d'Asie. Parce que moi, je pensais pas non plus. Après, lui, vraiment, il m'a fait de la propagande. Hein. Ça a été... C'est-à-dire qu'il m'a emmené là-bas. Il a commencé par m'inviter. C'est-à-dire qu'on faisait déjà du business ensemble, mais il m'a invité, tout était payé. Il m'a fait un circuit. Avec un hôtel extraordinaire. C'était top. Vraiment, je tourne. Putain, c'est vrai que c'est un beau pays. Pas mal. Quoi. C'est sûr que quand il y a 5 piscines par logement, t'as un peu l'impression que c'est sympa. Mais du coup, à force après d'y retourner, et en fait, juste t'identifies, il y a des endroits qui sont dédiés aux vacances, clairement, et il y a des endroits qui sont dédiés au business, et en fait, où tu as des communautés de digital nomades, et d'un coup, tu connectes plus facilement, et tu vois que tu as des belles opportunités qui se créent et tout, et donc moi, c'est un peu ce qui m'a séduit, je fais OK. Et tout le monde a le même mindset. Ouais, c'est ça qui est important. Je pense que c'est ça qui est important. Ça, c'est hyper important de s'entourer avec de personnes qui ont le même mindset. Exactement, ça se pousse vers le haut. Parce que sinon les autres. Et tu vois, un truc à la con, mais en termes de sentiments, quand je suis en France, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais quand je vois mes proches, mes amis, etc., parfois je peux avoir le feeling de je suis déjà un très bon entrepreneur, j'ai niqué le game, je suis un génie. Et pourtant, dès que je vais voyager et que je vais dans les zones d'expat à Bangkok ou à Canggu sur Bali, c'est l'inverse, je suis vraiment une merde. Je suis tellement nul, mais tellement débutant. Et du coup, en fait, effectivement, ça pousse vers l'eau. Dès que je vais là-bas, je fais putain, ok, il faut que je mette les bouchées doubles. C'est comme il faut tout. Que je fasse des trucs comme ça et tout. C'est comme pour le sport. Moi, j'ai fait beaucoup de basket. Si je m'amuse à jouer avec quelqu'un qui ne sait pas jouer, je ne vais jamais m'améliorer. Je pensais que je suis le meilleur. Mais là, je vais jouer face à un mec en pro, au NBA. Je vais devoir m'améliorer. Donc, et tu t'améliores plus en traînant avec des gens qui sont meilleurs que toi. Bien sûr. Je suis beaucoup plus dans des démarches aujourd'hui où je suis plutôt celui qui va tendre la main et parfois faire rentrer des gens dans le game et les tirer vers le haut. Et rares sont les personnes. Il y a des gens là autour de moi qui me tirent vers le haut. Mais finalement, c'est assez rare en fait. Ou en tout cas, la démarche à Paris, vu que c'est chez moi depuis toujours, je sais pas, peut-être que je vais pas dans les bons endroits, mais là-bas c'est nouveau. Du coup, tu as une démarche, tu veux connecter avec des nouvelles personnes et tu veux savoir où est-ce que les choses se passent. Et du coup, tu cherches et tu y vas. Et... Il y a pas longtemps, j'étais avec un de mes clients de conciergerie qui est un ami. Et on avait justement ce débat-là de justement Paris, parce que lui, il veut s'expat à Dubaï. Ok, ouais.
Moi, je lui disais que Dubaï, c'est stylé et tout, mais je sais pas si pareil, je pourrais y vivre et tout, parce que c'est un autre délire et tout. Mais il y a un avantage. Là-bas, tu vas dans n'importe quel hôtel ou restaurant Eh ou oui. truc, tu te poses avec un mec qui a l'air friqué, mais bon, là-bas, c'est pas compliqué, je pense. Tu te poses avec lui, tu dis, écoute, voilà, je me présente, je m'appelle Sofiane, j'ai telle idée de business, est-ce que tu as 5 minutes pour que je t'en parle, etc., si tu es intéressé et tout. Le Et mec, ouais, il va dire, Très assis-toi. facile d'accès. Il va dire, assis-toi et explique-moi. Il va pas savoir. Par contre, en France, tu vas t'asseoir, même tu vas au Plaza ou n'importe où, tu vas t'asseoir à côté d'un mec et tu vas lui parler de ton business, il va pas savoir qu'est-ce que tu proposes, mais il va te demander qui tu es. Ouais. Tandis que là-bas, c'est qu'est-ce que tu peux apporter. Ouais. Et ça, c'est un mindset Bien qui sûr. est super important. La relation n'est pas la même. Et au-delà de ça, tu as vraiment beaucoup d'événements à Dubaï. C'est-à-dire que vraiment, tu vas sur les groupes Facebook Dubaï Event Digital Nomade et enfin, tu peux. C'est une vraie communauté. En fait, t'as des meet-ups c'est devenu tous les une jours. communauté, en fait. Ouais. C'est devenu une communauté où les gens s'entraident, où les gens ils sont pas en mode aujourd'hui, enfin ce mois-ci j'ai fait que 100 000, toi t'as fait 110 000, putain t'as fait mieux que moi, j'ai la haine contre toi. Non, c'est en mode oh trop bien, comment t'as fait, parce que moi t'as vu ça, j'ai raté ce contrat-là, pourquoi, tac. Et c'est franchement c'est vrai. un délire. Alors, sur Paris, parce que je pense que je connais pas toute la France, donc je sais pas si toute la France a cette même mentale, mais sur Paris c'est devenu très compliqué. Les gens ont peur de la réussite. Ouais. C'est une mentalité très française. Très française. Ouais. C'est très 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 français pas de haïr la réussite des autres, mais c'est pas genre t'as réussi, c'est bien, je suis content, c'est ouais ok bon c'est facile ou t'as eu de la chance. t'as de l'argent, tu sais, c'est forcément négatif, tu vois, c'est très souvent, on va pas dire tout le temps, mais c'est très très souvent mal vu de gagner de l'argent en France. C'est ça, bah regarde, Dupond-Moretti qui s'est fait terminer sur les réseaux parce qu'il a fait une belle montre, mais mon gars, c'est un plus gros avocat de France. Bah oui. Ouais. Donc forcément, encore heureux, il a une belle montre. S'il avait une Casio, Et s'il en a qu'une, c'est un peu limite. c'est un peu limite. Hein, genre. Mais vraiment, c'est comme je sais que le salaire du président des fois fait débat. Mec, il gère le pays quand même. Ouais, c'est ça, c'est qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est pas la question, les Non, gars. puis T'es chef d'État, bien sûr que tu gagnes au moins 10 000 Sachant balles. qu'il gagne moins qu'un directeur financier, Et oui, qu'un DAF. Mais il gagnait 10 fois plus avant de quitter son taf. Mais c'est ça. Même 20 fois plus. C'est ça. Et ouais, donc il y a un vrai problème avec l'argent, avec les revenus, avec le Ouais, c'est de pire en pire. business. Et puis là, on le voit bien qu'avec l'arrivée, encore une fois, j'avais craché sur la gauche qui arrive là. On va encore se faire démonétiser, putain. Non, mais c'est vrai que les mesures vont pas aller dans le bon sens, à mon avis. Bon, je sais pas trop ce qui va se passer finalement. Personne ne le sait vraiment. Qui sera nommé Premier ministre, etc. Mais grosso modo, la gauche qui sert. Ok, c'est moi, je le vous. Non, Je mais suis bon. Macron. Et bam, le reveal. Vous l'avez pas venir celle-là. Française. Non, mais Non, ça fait un petit peu peur. ça ces fait peur. mesures, La les gauche fait mesures peur. encore Aujourd'hui, de la gauche fait justice peur. sociale, entre guillemets, que j'appellerais plutôt l'injustice sociale. Mais enfin, bon, encore une fois. Mais bon, c'est vrai que c'est une motivation de plus pour moi de me dire non, ce pays s'enfonce déjà de plus en plus vite avec une courbe exponentielle vers le bas. Et ça va s'accélérer là. Donc je pense que, bon, finalement, on est tous autour de la table décidés à partir. Toi, peut-être pas tout de suite. Ah, franchement, si demain j'ai une opportunité, Parce que tu n'importe où, je fonce, hein. conciergerie en Thaïlande, t'en as beaucoup et ça marche très Non, bien. mais je peux. Pourquoi je peux Quentin, digital nomade, Romain fait de la m'occuper. propagande pour la Thaïlande. Après, s'il m'invite en Thaïlande, je te ferai payer. même Moi, ça me va. Je voyage qu'en business ou en première. Très bien, ça marche. C'est des standards, je comprends parfaitement en tout cas. Quand je suis offert, sinon c'est économique, même dans la soute, ça va. En France, il y a un problème, je sais plus ce que je voulais dire. Tu m'en parlais de la conciergerie à Bangkok. Ah oui, en fait, nous, l'objectif, c'est que la conciergerie soit automatisée. D'accord, qu'on ait besoin de se déplacer dans le logement que s'il y a un réel problème. C'est parce que l'automatisation, c'est super important parce que quand tu voyages, des fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, les mecs qui arrivent à 23h, partent à 6h. Il n'y a pas forcément un humain pour venir donner les clés à 23h et les récupérer à 6h du matin. Donc eux, ils vont chercher quand ils vont faire leur recherche, ils vont cliquer sur arrivée autonome. Oui, d'accord. Ok. Donc c'est super important. Donc ça, moi, je peux être à Bangkok par exemple et m'occuper de ma conciergerie. Il suffit d'une connexion internet. Et après, c'est vrai, ceci dit. derrière, faire la même chose à Bangkok par exemple. Donc après, tu pars dans un autre pays. Et donc, tu fais la même chose dans l'autre pays. Sauf qu'effectivement, alors je ne suis pas un expert, mais globalement, les opportunités à Bangkok, faites dans tous les pays actuellement qui sont la cible d'expatriation massive, on va dire, d'entrepreneurs. Niveau IMO, tu as des belles opportunités. Ne serait-ce que si on parle de Dubaï, l'immobilier à Dubaï en 6 ans, c'est une dinguerie. Quand tu as acheté à 6 ans, aujourd'hui, je ne vais pas dire de conneries, mais
je pense qu'on parle de x3 quoi, sur Oui, le je prix, pense, ouais. le prix de ton logement, enfin du bien. Et globalement, il y a beaucoup d'opportunités qui vont très très vite là en Asie. Notamment, je sais que par exemple Bali, c'est devenu, ça fait 15 ans que c'est une opportunité et que les gens y vont de plus en plus. Et maintenant, on parle des îles d'à côté, quoi. Les îles d'à côté, c'est le moment d'investir parce qu'en gros, là, Bali, ça devient surchargé, ça devient saturé, Miami. ouais. Et à côté, c'est encore très nature. Donc tous ceux qui sont à la recherche des trucs nature, enfin en gros, le tourisme va se déplacer jusqu'à ce qu'on ait saccagé toutes les putains d'îles de cette planète. Mais globalement, pour l'instant. Bon, les îles, ils sont voués à disparaître, donc bon. Donc de fait. On va faire des sous. Hein. Putain, alors sur l'écologie, ça n'arrive jamais. Il y a toujours un pour faire une dinguerie. Non, après, je pense que les opportunités immobilières, ça se déplace. Ouais. Par exemple, il y a eu Dubaï il y a 5 ans, où c'est incroyable. Là, c'est toujours bien. Je pense dans 5 ans, 10 ans, ce sera potentiellement le même prix, où ça va se rapprocher des prix de Paris. Donc 10 000 euros le mètre carré. Tanger, par exemple, Tanger, là, ils sont en train de faire la marina. Ouais. Ça va devenir un... Ouais. ça va être le Dubaï bis, en fait, le Dubaï le plus proche, le Dubaï des pauvres. Ou des gens un peu moins aisés financièrement. Et donc ça va être, c'est important, je pense que c'est un truc où il faut regarder aussi, Tanger. En France, en France, il y avait Cannes, Nice et tout à l'époque. Ouais, Maintenant, la Bretagne, beaucoup parlent de la Bretagne. Bretagne aussi. Après, Bretagne, c'est compliqué parce que quand tu pars en vacances, tu veux aller là où il fait chaud, là où il fait beau. Ouais, justement, je crois qu'il y en a qui disent qu'en gros, le pari, c'est que globalement, sur les 30 prochaines années, la Bretagne va tendre vers la nouvelle Côte d'Azur parce que réchauffement climatique et parce que saturation de la Côte d'Azur. Et du coup, en fait, la Bretagne va avoir le même schéma de croissance que... Ah, c'est possible. Hein. Moi, j'ai rien en Bretagne. Je sais pas si vous avez des biens, mais... Non, du tout. Bah, écoutez, personne ici veut les belles opportunités, tant pis. C'est compliqué, la Bretagne. C'est la Corse un peu moins chaud, quoi. Beaucoup moins chaud. Beaucoup moins chaud. Pour finir sur le sujet, du coup, toi, Rémi, les projets immobiliers actuellement, ça se passe comment ? Projets IMO, ils sont entre guillemets en stand-by. On est plus en revente qu'en achat parce que du coup, on a eu le 12e qui a été refusé avec la SCI. Donc là, on est en stand-by. On essaie d'en revendre. Maintenant, on a commencé à mettre les annonces de vente sur 3 en début juillet, fin juin, début juillet. Donc forcément, c'est le pire timing possible. Avec ce qui se passe, c'est encore plus le pire timing. On n'est pas pressé, donc c'est pas très grave. On a pas mal de visites quand même, mais on a tendance à plus être de la revente pour après racheter. Mais au lieu de racheter un appart, on va essayer de prendre le petit immeuble de rapport, un petit peu plus excentré. Parce que là, l'Île-de-France, petite couronne, on a déjà pas mal, donc ça commence à être short. Et les prix, ça commence à être un peu aberrant, donc on va essayer de circuler. Surtout que les gens ont de moins en moins peur à faire des 45 minutes de route, 1 heure de route, que ce soit en transport, que ce soit en voiture, pour aller travailler. Tu prends le train, je sais pas, pour aller à Lille, ça va être 1 heure, 1 heure et demie, je pense. 1 heure. Voilà, 1 heure. Donc en vrai, j'ai moins cette crainte. Alors moi, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai peur d'aller à l'étranger, d'aller en Thaïlande, de faire des mois en Thaïlande, etc. Parce que je veux que ce soit proche de moi, tu vois. Donc même, par exemple, aller dans le 7-7, c'est loin de moi, tu vois. Ouais. Maintenant, parce que tu gères tes logements toi-même. Parce que je gère, mais la plupart sont en longue durée, donc j'ai rien à faire. Les 3 qui sont à Airbnb, je les fais moi-même, mais... Enfin, c'est moi-même, non, c'est moi qui gère, mais il y a quelqu'un qui va faire le ménage et quelqu'un qui va faire la remise des clés, pour ceux où il y a besoin de remise des clés. Mais sinon, c'est ça, globalement, sur l'IMO. Et ceux qui sont en vente, ils sont libres, ils sont libres d'occupation ou les 3 qui sont en vente, c'est ceux qui sont à Airbnb, donc c'est-à-dire que je peux arrêter ouais, c'est ça. Je peux ou recontinuer en changeant la propriété et en donner à celui qui veut, et s'il veut qu'on arrête, on arrête, et on rembourse et il fait ce qu'il veut avec. Si t'es à la vente, du coup, après, l'idée c'est de pouvoir réemprunter ou de réacheter. Bien sûr. C'est ça, de prendre un petit immeuble de rapport, mais un peu plus excentré, un peu plus vers. Tout ce qui est Melun, Meaux, c'est ça. Tout ça, je connaissais quelqu'un qui a acheté un immeuble de rapport à Melun. Tu prends des déchets, tu le tapes. Elle fait une belle rente. C'est ça. Après, il y a aussi le faire construire qui me chauffe aussi. Elle fait construire ta villa à Bali. Mais c'est ça aussi. Comme ça, on viendra tous dans ta piscine de temps en temps. Après, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Parce que si tu fais construire pour toi, non, c'est pas rentable. Ça dépend. En fait, si tu vas prendre un terrain non viabilisé, rien que la viabilisation, c'est une galère. Et la construction, en fait, ça va te faire perdre trop de temps. Surtout si c'est un immeuble que tu veux faire. Oui, bien sûr, c'est un immeuble. Mais c'est le temps qui va me faire décider. Après 4 ans, si tu as un petit immeuble qui tourne, c'est pas forcément le problème. Mais c'est plus, je suis plus dans l'optique de...
ok, on a une stabilité en France. Est-ce qu'on partirait pas vraiment, tu vois? Est-ce qu'on partirait pas vraiment, on va pas juste dans le 7-7, on va vraiment sur le bout de la planète, tu vois. 7-7, c'est déjà une grande aventure, hein, je trouve. Ouais, Moi, après, tu vois, le passeport, hein. moins loin que ça, t'as l'Espagne. Hein. Bah, l'Espagne, l'Espagne, c'est, je pense, un des endroits, si je dois m'expat, ce serait à Tenerife, dans les Canaries. Là, t'as mis un mot-clé. Je suis tombé amoureux de cette île. Non, c'est super beau. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette île. Toute l'année, il fait bon. C'est pas Ouais, trop chaud. c'est ça, 25. C'est On 25. est allé en décembre. Ouais. Il faisait 25 degrés. C'est magnifique. C'est à On 3 a fait heures un de petit Paris. van life. Ouais. C'était plutôt cool. Mais non, franchement, Tenerife, c'est Ouais, incroyable. c'est ça, c'est. Crète aussi, c'est pas mal. Mais Crète, il pèle, par contre, Ouais. l'hiver. Enfin, il pèle. Malte, pour Pour le business. le business, c'est pas mal. Ouais. Surtout pour la Pisca, c'est pas Pour les mal. magouilles et tout, là. Il y a Hong Coupé. Kong aussi, apparemment. Hein? Il y a Hong Kong aussi qui est pas mal. Non, mais on a dit qu'on n'en parlait pas, Rémi. C'est pénible, là. Tu mets des mots-clés comme ça. Tu sais bien que nous, il y a tous les contrôleurs du fisc qui regardent cette émission. Sûr. Ils nous adorent. On leur ramène N'hésitez à pas chaque fois. On leur à ramène abonner des tous les contrôleurs. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Mettez un like. Hein. Mettez un like surtout, c'est Et surtout, important. on vous adore, on vous embrasse et on respecte beaucoup votre profession. Et c'est pour ça qu'on Pas tient du des tout. comptes très propres. Ah, tais-toi. On faisait la propagande. Si t'es pro URSAF, tape dans tes mains. En tout cas, ça, les impôts en France, tout c'est- cas, je leur donne beaucoup. Donc j'ai l'impression qu'on a une belle relation, je trouve. Mais Quand ils je nous vois aiment mes bien, virements quoi. qui partent, moi j'ai le sentiment qu'on. Je sais pas, C'est que comme, d'un côté, je pense. J'ai l'impression que c'est que d'un. C'est pas équilibré, cette relation. Non, C'est compliqué. Hein. mais t'as pas trop le choix, j'ai l'impression aussi. Non, non, T'es- non, t'es non. Pas... Mais en tout cas, j'ai toujours payé à temps. Et ça, les gars, c'est quand même pas mal. Sofiane, du coup, toi, tes projets IMO actuels, en fait, s'il y en a, et du coup, quelle forme ça prend? J'ai envie de dire, c'est la conciergerie, c'est ce C'est dont on la parlait tout à l'heure. conciergerie. C'est la conciergerie. J'ai voulu acheter, sortie de Covid, un appartement à Corbeil-Essonnes. Ouais. Bon, non, comprend en difficulté, très compliqué. Mais non, projet IMO, à titre personnel, que ce soit pour moi ou ma femme, non. Mhm. On préfère se concentrer, je pense, sur les projets IMO de nos clients. Bien sûr. Il y a déjà pas mal de boulot dessus. Surtout qu'il y a une très grosse rentabilité aussi. C'est ça. Donc c'est très intéressant également. Ouais. C'est ça. On gagnerait autant que si c'était notre propre Ouais. appartement. Donc, C'est quoi justement le pourcentage de commission que vous prenez sur une location? entre 20 et 25%. Oui, d'accord. hors C'est frais de ménage. c'est ce que j'avais en tête. Donc 20% classique, 25% pack premium. Et c'est quoi la différence? Alors, je savais que vous avez posé la question, j'avais demandé à ma femme. je me dis, Je veux c'est une quoi liste, déjà la vraiment. différence En gros. Il a fait des questions pièges. Il fait, en vrai, si ça tombe, putain, parce que, en j'ai vrai- pas révisé ce sujet. Ouais, mais moi, je me suis dit, mais putain, c'est quoi déjà la différence? En plus, on le sait. Tout. Elle m'a dit, mais tu sais pas? Je dis, bah non. Tu sais très bien. En gros, la différence, c'est les frais de déplacement qu'on ne fait pas facturer, c'est les consommables qui sont à nos frais. S'il y a un petit problème dans l'appartement, donc grille-pain, donc petit électroménager, hein, je ne vais pas remplacer le frigo, mais grille-pain en panne, toaster, etc. en panne, on le remplace à nos frais. Et déplacement gratuit, etc. Ok, c'est le pack, aucune galère quoi. C'est ça, le pack est vraiment Serenity, quoi. Ok. Bon, bah, on en parlera après du coup de savoir si c'est quel pack m'intéresse. Moi, du coup, pour finir le tour de table, moi, c'est effectivement l'expatriation en janvier qui est prévue. Et du coup, l'appartement sur Paris que j'ai, mettre en Airbnb avec l'ami Sofiane qui s'occupera de tout finalement. Et ma femme. Et bien sûr, et ta femme. Et c'est une équipe. Et j'ai des questions sur votre équipe. C'est une super transition. Du coup, je vais sauter toutes les autres questions et je vais la poser directement. Mais t'as que ça comme projet IMO, du coup? Pour l'instant, ouais. En tout cas, en truc d'actualité, c'est ça. Parce qu'après, derrière, du coup, moi, je vais m'installer, a priori, soit en Thaïlande, soit en Indonésie. C'est pas encore très, très bien défini. Et là, il y aura sans doute d'autres projets qui vont se dessiner. Mais la première année, je me balade. Donc, il n'y aura pas de projet IMO, a priori, à ce moment-là. Et après, investir dans l'immobilier plus largement, c'est dans mes ambitions. Mais c'est pas du tout une priorité aujourd'hui. On a assez à faire sur le e-commerce et sur nos accompagnements, sur notre agence web et tout ça. Et donc pour l'instant, je ne me mets pas là-dedans. Mais la mise en Airbnb de l'appart sera aussi une première expérience malgré tout. Tu vois, de voir tout le procédé, de voir les potentielles galères, la compta en LMNP, enfin tous ces trucs-là sont des petits sujets qui ça va être une expérience qui va permettre d'appréhender beaucoup plus facilement après la suite et de se lancer dans l'immobilier avec un peu plus de sérénité parce que même si c'est pas une vision globale, c'est au moins une vision singulière de ouais ok, je vois un peu le délire, je vois aussi les niveaux de rendement qu'on peut avoir, je vois le terrain et surtout je vois avec qui il faut travailler. Tu vois, tu as aussi une visibilité sur qui sont les intervenants,
et qui peut t'aider dans tel projet. Donc on grandit doucement sur ce truc-là. Mais après, j'essaierai de faire comme Rémi. On se bien en 3 ans. Bam, bam. Lever tous les fonds de France, toutes les banques. Donnez-moi votre pognon. Oui, qu'une banque. Hein? Il n'y a qu'une seule banque. Ouais, bah c'est bon, toi la pète pas. Du coup, petite transition. Sofiane, tu entreprends en couple. Yes, Donc tu es avec Lina. c'est ça. Comment ça se passe alors? Bah, ça se passe plutôt bien, Ouais. bizarrement. C'est vrai que c'est un truc qui Pas fait. toujours facile. Souvent on Pas dit faut toujours pas facile. mélanger. Bah, c'est ce qu'on pensait avec ma femme. Genre, on s'est toujours dit, on travaillera jamais ensemble. On pourra pas se sac. Mais au final, ça s'est fait vraiment tout seul. Donc, de base, c'était elle qui voulait faire la conciergerie. Moi, j'étais dans le bâtiment. Puis, on s'est dit, bah, je vais ouvrir la boîte de ménage. Puis, on a tout fait on a tout fait à deux. La boîte de ménage, la conciergerie. Au final, ça s'est fait tout seul. Et bah, ça se passe plutôt bien. Parce qu'on se complète. On est une vraie équipe. Donc, c'est une seule et même personne, une seule et même entité. Mais on est deux. Et ça fait kiffer les clients. Ouais. On vient à deux en couple, des inséparables, C'est vrai. machin, et ça fait vraiment. C'est pas le mec d'un mètre 80, 100 kilos qui vient, qui va te dire ouais, je vais mettre en location ton On est bien. à la porte de la douceur. Tu sais, Ça fait et à un la truc porte de la on est douceur. mignons. On est tous les deux, on est mignons. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et Putain, je me suis fait avoir, mais de ouf. on t'a dans ta carotte. J'ai réussi à ne pas voir le mec d'un mec En 80. réalité, on n'est pas quoi. en couple, on est juste associés. Et Non, non, franchement, et c'est pareil. Moi, j'avais peur que ça empiétait dans la vie de couple. Ouais. Mais au final, c'est une passion qu'on a, c'est une passion commune. C'est-à-dire que même quand, en règle générale, on s'est dit on ne va pas en parler à la maison, etc. On va essayer de faire des séparations, mais au final, pareil, ça vient encore tout seul. Et Ouais. c'est pas dérangeant parce que c'est pas moi, je rentre du boulot, je lui raconte ma vie de boulot alors qu'elle en a rien à faire ou alors que ça l'intéresse pas. Elle, pareil, si admettons, elle serait directrice financière ou même expert comptable ou autre, quelqu'un qui me raconte sa vie d'expert comptable, que je pige rien et que j'en ai rien à faire. Là, non, là, on parle, j'ai eu ça comme idée, etc. Même pour le jour de son anniversaire, on est parti dans une ferme, une petite bulle, donc très sympa, très atypique, très cool, dans une bulle entourée de chevaux, etc. C'était pour son anniversaire, c'était vraiment un kiff, etc. Elle m'a regardé, elle m'a dit écoute, je sais que c'est mon anniversaire, mais viens, on prend 1 heure parce qu'il faut qu'on parle. Moi, je vais débriefer de ton rendez-vous. Il faut qu'on parle de rendez-vous avec Hugo, etc. Nanana, il faut qu'on Quel débriefe, tu vois. con celui-là, franchement, il est Ça, insupportable. c'est ce que vous avez dit, on l'a entendu, c'est ce que vous avez dit quand on est sorti chez toi. Ouais, c'est vrai. Enculé. J'ai dit, on va quand même signer chez eux, mais je les déteste. Je peux pas me les voir. En plus, ils ont bouffé mon gâteau. Et donc, en vrai, ça empiète pas réellement sur la vie de couple. Au contraire, on a une passion commune. C'est pas le sport, c'est pas machin, c'est... Question un peu sensible, on va dire, parce que moi, c'est l'une des questions que je me On a dit pose. qu'on parlait pas de sexualité. Non, ben non. Rien à voir. Non, moi typiquement, je me dirais, aujourd'hui ça va très bien dans ma relation, etc. Mais j'aurais peur de me dire si je construis mon business en couple, en fait, si un jour ça va plus entre nous, soit je pourrais me dire, je vais avoir un sentiment de, du coup, alors que je n'ai plus forcément envie, tout faire pour rétablir le truc parce que je veux pas que mon business en pâtisse, ou au contraire, du coup, c'est prendre le risque que tout s'écroule en même temps, c'est-à-dire que tu peux avoir une séparation douloureuse plus dans un business qui s'écroule. Et moi, ça, c'est par exemple le truc que j'explique en mode, du coup, peu importe ce que je ressens ou peu importe mon niveau d'engagement, séparation des deux. Ça, je peux comprendre. Franchement, je peux le comprendre de fou. Après, premièrement, nous, on ne part pas dans l'optique de se séparer. Bien sûr. C'est, mais jamais. tu restes là. Tu vois. Et là, pourquoi tu vas aller où? Et après, voilà, surtout que je connais un peu mon histoire. Je crois que je l'avais raconté. tout à fait. Et que c'était à base de ça aussi. Ouais. Il y a eu ce truc-là qui a fait que je vous le raconterai en off peut-être, qui a fait que c'est pour ça que c'est arrivé. Ouais, donc ça, je peux le comprendre. Maintenant, nous, c'est pour ça qu'on est resté en micro ou dans les deux sociétés, parce que justement, on ne sait pas encore quel statut choisir par rapport à ça pour se protéger. Ouais. D'accord, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc pour se protéger, il faut aller choisir le meilleur statut. Donc soit 49-51, soit 50-50, soit ok, la société elle est qu'à ton nom, qu'à mon nom. Enfin, il y a plein de trucs à choisir. La question va se poser. Après, derrière nous, on s'est regardé, on s'est dit, quoi qu'il arrive, on va jamais se tirer dessus. Ça veut dire, si par exemple on a 2 business qui marchent, un prend l'un, l'autre prend l'autre, soit qui kiffe. Et
après, c'est au moment donné, mais il faut pas avoir peur. Si tu Ouais. commences... C'est pareil avec un associé. Si tu es associé, par exemple, dans la société avec. Bien sûr, bien sûr. T'es associé, on sait jamais, demain il devient fou. C'est Il déjà le cas. te liquide la boîte, il fait n'importe quoi. Ouais, moi, Tout j'ai peut pas le choix. arriver, en Maintenant, fait. je suis avec lui et je le déteste, mais j'ai pas le choix. Et c'est tout le sujet, c'est que j'ai cru l'aimer pendant un moment. Et puis, depuis, là où on en est. Du coup, c'est assez. Il faut être d'accord. Ouais. Il faut mettre les bases tout de suite. Et voilà. Après, il y a beaucoup de. Je sais plus c'est quel couple de riches milliardaires français qui ne divorcent pas. Je crois que c'est Bezos, ils ont divorcé. Alors, eux, ils ont divorcé Mais et elle y est a- partie avec beaucoup de milliards, du coup. 48, je crois, 48 aussi. milliards. Mais je sais plus c'est qui. J'avais entendu ça, j'ai explosé de rire. En fait, ils ne sont plus ensemble, Et- mais ils ne peuvent pas divorcer parce qu'il y a trop d'argent en jeu. c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien arriver à ce moment-là. Il y a tellement d'argent en jeu, je peux pas divorcer. Tu vois. Ouais, non, mais c'est. C'est mon objectif, ne pas divorcer, quoi qu'il arrive. Soit on s'aime, soit il y a trop d'argent en Soit jeu. Pas le choix. Un niveau d'engagement sur un plan ou sur un autre, peu importe. Ok. Non, bah, c'est super intéressant. Et du coup, bon, bah, ceux qui nous regardent et qui se posent la question ou quoi, bah, écoutez, il y a visiblement des gens qui y arrivent et qui. C'est pas pour tout le monde. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Ouais. C'est parce que nous, voilà, c'était la même passion et même objectif. Et on est assez complémentaires sur plein de choses. Genre, en règle générale, on va discuter un truc, on n'est pas d'accord. Et à la fin, je suis d'accord avec elle. Donc, en règle générale. Donc, il faut être complémentaire. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est très compliqué. Mais en réalité, il faut pas se bloquer en mode ouais, ça va détruire notre couple. Non, si c'est bien fait, ça va pas détruire le couple. Ok. Super intéressant. Mais je pense qu'il faut que le couple soit solide. C'est un peu Ouais, comme, c'est un des peu bonnes comme bases. faire un bébé, tu vois. Ah oui, des bonnes Faire un bases. bébé, bah, c'est une responsabilité commune. Si le couple déjà de base fonctionne pas bien, c'est pas le bébé qui va le consolider. Au C'est contraire, ça. ça va faire exploser. C'est pareil pour une boîte. Donc, je pense qu'il faut vraiment des très bonnes bases. C'est un bébé, une boîte, Tu sais, on parlait aussi le fait de s'associer avec un ami. Ouais. Moi, je recommande pas trop parce que j'ai eu 2-3 expériences un peu houleuses. Et pourtant, aujourd'hui, je suis avec Sylvain, je suis associé avec Sylvain, qui est mon meilleur ami. Bah. Et ça se passe très bien. Mais il faut que il n'y ait pas l'un des deux qui veulent absolument C'est prendre ça. le leadership sur l'autre C'est ça. et qui écrase l'autre. Parce qu'en gros, la différence, moi, je pourrais pas m'associer avec un ami ou avec même mes frères, qui sont très intelligents et que j'aime du plus profond de mon cœur, mais je pourrais pas m'associer avec eux. Pourquoi ? Parce que avec ma femme, on a un objectif commun, c'est le foyer. C'est pour le foyer qu'on fait. Avec mes frères, bah demain, même si on a 50-50, et bah, à un moment donné dans sa vie où il aura une femme, des enfants, il peut voir ses intérêts, comme moi, comme je peux voir mes intérêts, les intérêts de ma famille. Et ce qui est normal. Donc, j'aurai moins confiance Ouais, à un ami, etc., que bah, les intérêts qu'on a avec ma femme, c'est pour moi et elle, et pas pour le voisin. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est un but commun. C'est pas forcément le. Toi, Rémi, ton rapport à ça? Moi, alors elle travaille pas réellement avec moi encore, parce qu'elle est encore en CDI. Là, elle va faire une formation en août dans l'architecture d'intérieur, justement, avec les appartements, rénover les appartements pour éviter les frais. C'est du business. Si elle cherche une boîte de bâtiment avec qui travailler, Et tu vois, tout va tourner en rond. Et mes parents, elles m'aident énormément, surtout sur l'e-commerce. Elle fait beaucoup les créatives, les photos, les vidéos. Elle fait tout ce qui est blog, tout ce tout ce que je peux pas faire et que je dois déléguer, mais que je sais faire. Du coup, je me suis permis de le déléguer à elle, parce que je l'aurais pas délégué à quelqu'un d'autre, parce que je trouve que c'est quand même des sujets, enfin des corps de métier qui doivent être bien compris et bien faits. Donc pareil pour le SAV. Le SAV, moi, c'est ma sœur qui gère tout ça. Sur toutes les boîtes, elle gère tous les SAV, parce que je sais que ma sœur est carrément compétente sur ça. Elle a la patte elle peut rester stoïque devant quelqu'un qui s'énerve pendant 4 jours sans aucun problème. Moi, je leur envoie chier. Donc le SAV, c'est impossible pour moi, surtout en drop. Donc ça, c'est ma sœur. Et ma copine, sinon, elle m'aide énormément au quotidien, justement, à faire tout ce que je peux pas faire, entre guillemets. C'est une assistance plus, quoi, et ça, c'est un des trucs, ça me fait un gain de temps énorme, parce que c'est des choses auxquelles j'ai pas besoin de penser. Je sais que ça va être fait, et surtout que plus ça avance, plus on travaille ensemble, mine de rien, plus elle sait ce que je veux, comment je le veux, dans quel sens, etc. Donc ça devient de plus en plus fluide. Ouais, c'est ça. Et du coup, à terme, parce que même si moi je connais pas forcément, je connais l'e-commerce maintenant, mais tu vois, j'apprends toujours, donc c'est dur moi j'apprends et je dois retransmettre ce que je viens d'apprendre à quelqu'un qui est pas dedans, tu vois, donc c'est forcément, t'as un délai. Mais en vrai, à terme, bien évidemment, ce serait de partir et de faire de travailler complètement ensemble et gérer tout ce qui est réseau, tout ce qui est une sorte de community manager 2.0 assistance, quoi.
À Bali. Ouais, c'est mes voisins. Incroyable. Voilà. Et toi? Non, moi, par rapport à ça, ce que je disais, c'est que quand même, j'essaie de séparer les deux. Ouais. Déjà parce que moi, Élise, elle est pas dans une démarche entrepreneuriale. Enfin, ça la fait pas vibrer. Elle, c'est une artiste plutôt, donc elle aime créer des choses. Et c'est ça qui la stimule. Et donc là, notamment, c'est lancé dans une nouvelle activité. Et donc, c'est une activité en freelance, mais pour autant, c'est juste de la création. Et donc ça la fait kiffer. Ok. Mais donc, moi, on pourrait bosser sur des projets en commun. Mais elle n'a pas du tout, elle est pas du tout inspirée par tout ça. Ça lui évoque rien, quoi. Ok. C'est-à-dire que quand je parle de projet, de croissance et de quelle ampleur ça peut prendre, Moi, ça me ouais, fait, moi, ça me fait vibrer. vraiment, elle s'en fout, quoi. Alors que par contre, je vois quand elle peut créer des choses, et ben là, par contre, elle va se faire des business plans finalement de qu'est-ce qu'il faut mettre en place et tout pour réussir à créer le truc qu'elle a envie de créer. Et donc, il y a Une plein artiste. voilà, une artiste. Et donc, il y a plein de moments où moi, je peux la faire intervenir parce que j'ai des opportunités à proposer, où j'ai besoin tout simplement de quelqu'un qui va avoir cette créativité-là et cette compétence sur ça. Mais par contre, dans de l'association business, je sens que de toute façon, enfin, je dis ça, mais je pense qu'elle en aurait rien à foutre aussi. Elle me dirait, mais qu'est-ce que tu veux me foutre dans ton truc, dans ton Fais-moi un virement. Ouais, mais c'est ça, quoi. Et donc, même là, du coup, dans sa nouvelle activité, je suis carrément obligé de lui mettre un peu le côté business en mode non, mais il faut que tu fasses de la prospection, etc. Et je vais te montrer comment faire. Parce que là, à ce stade, elle fait carrément des créations bénévolement pour des marques parce qu'elle kiffe le faire. Et je suis en mode, non, alors, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un contrat avec eux et qu'ils te rémunèrent pour ça. Oui, je sais, mais je m'exerce. Mais tu es assez exercé. Ça y est, tu maîtrises le sujet. Maintenant, exerce-toi dès que tu as signé des deals. Mais du coup, ça l'emmerde tellement que là, je l'aide sur ça. Ok, on va trouver. Après, vous êtes complémentaires, vous deux. On est complémentaires C'est sur vrai ça. que Le souci, c'est que les artistes qui réussissent sont à la fois artistes et entrepreneurs. Et entrepreneur. C'est-à-dire que des artistes doués, t'en as plein dans le métro. Hein, si on dit des choses là. Mais après, là, par exemple, on travaille avec un client dont je t'ai parlé. Lui, c'est un homme d'affaires artiste. C'est-à-dire que il est passionné par ce qu'il fait, mais c'est avant tout un homme d'affaires. Le mec, il pense toujours tout ce qu'il fait dans l'art, même s'il adore ce qu'il fait, et combien penser. ça peut rapporter. Ouais, lui, il est multimillionnaire, ce gars-là. Ça rigole pas, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, et ceux parce que l'art, c'est un petit peu comme, c'est un peu comme les sportifs, c'est-à-dire que tu as énormément de gens qui sont bons, moyens, puis tu as un fossé, tu as les professionnels, quoi, tu vois, qui sont là. Et je pense que effectivement, pour Élise, c'est aujourd'hui pour mettre, même, pour qu'elle se rende service, je dirais, dans son art, c'est aussi s'intéresser à la partie aussi commerciale, sinon tu peux pas aller bien loin, quoi. Mais elle se force, hein, du coup, mais c'est vrai que moi je suis. Par contre, moi je pense qu'au business, ça m'irrite. Je fais non, là ton temps là il est mal exploité, là tu fais les trucs, mais signe tes deals, etc. Enfin, des fois ça me crispe. Et du coup, moi je fais marcher mon réseau, hein. Rémi en fait partie, par exemple, pour l'une des marques e-commerce de Rémi. Le premier truc que j'ai fait, c'est vu que là elle est en train de composer donc un book de création pour montrer ce qu'elle sait faire. Je dis, bon, t'as déjà fait cette vidéo et elles sont mieux que ce que moi j'arrive à avoir quand je passe par des prestataires, objectivement. Et donc, je dis, c'est en vrai, je vais te mettre en relation avec mes clients e-commerce et tu vas faire avec eux, et tu vas créer ton book à moitié prix, mais au moins tu vas signer des deals. Ouais, c'est ça. Et typiquement, voilà, c'est pour ça que moi je t'avais envoyé un message aussi. J'ai fait, écoute, t'en as besoin du GC, ça par contre c'est factuel. Je sais c'est bon, je fais une mise en relation et puis on va signer des deals et puis on fait moitié prix. Et donc voilà, là je suis vraiment à chaque fois, là, je suis tendu à quelque chose. Là, il faut faire de l'oseille. Là, il faut envoyer de la prospection. Après, c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir la fibre commerciale. Bien sûr. Il y en a beaucoup, par exemple, ma femme, elle a pas cette fibre commerciale en mode, elle kiffe l'oseille, elle kiffe le business, elle va aller chercher, elle va aller signer tout ce que tu veux, mais la relation client, elle a du mal au début. Je pense que toi, ta femme, là, parce que je comprends, par contre, elle excelle dans les process. Dans tout. Non. En fait, il aime sa femme. Hein. C'est enregistré, c'est parce que c'est filmé. Elle va voir la vidéo, c'est pas fou. En fait, le truc, c'est quoi avec ma femme, c'est que j'ai l'impression qu'elle se met des barrières. Ouais. Par exemple, la prospection, il faut que je m'en occupe parce que le premier contact avec le client, elle va en avoir peur, mais elle n'aime pas. Ouais. Elle n'aime pas. Je sais pas pourquoi. Après ça, c'est. Mais par contre, une fois qu'elle est en face et que la conversation se déroule, ça y est, elle arrive
elle arrive à dérouler, etc. Ouais. Moi, je pense que ça va être misogyne ce que je veux dire, je le sens. Ça fera le buzz, tant mieux. Je pense que toutes les femmes sont des artistes. Ça veut dire qu'ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire d'abord par passion et après par business. Nous, on va faire d'abord par business, rentabilité. Ok, et c'était après, sur un ça terrain devient houleux, passion. mais pour l'instant. Non, t'es pas d'accord? N'importe quoi. Tu dis de la merde. Allez, casse-toi. merde. Bien évidemment. Bien évidemment. Oh, mais non, mais on va pas en mettre deux. Comment on fait Non, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Ah, super. Je suis totalement J'ai eu d'accord peur, avec ça. je me suis dit, merde, j'ai merdé. Moi, je suis un mec très neutre, que je sois d'accord avec vous ou pas, je vous le dirai en off. Mais sur ce podcast, sachez que moi, dans tous les cas, je suis d'accord avec vous. Tout ce qu'il faut dire c'est que derrière chaque grand homme se cache une femme. Ouais. C'est pas mal, hein? T'es un artiste, du coup. Ouais. Non, j'ai lu cette phrase là, il y a 30 secondes. Je me dis phrase stylée à dire, on me coupe. Question à la con. Et il nous reste plus beaucoup de temps d'ailleurs. Il ne reste plus beaucoup de temps. Seriez-vous prêt à perdre 10 ans de vie contre 10 millions d'euros? Qui commence? Celui qui a inspiré. Non. Je pense que selon l'âge qu'on a actuellement, Ouais, c'est ça. la question, la réponse n'est pas forcément la même. Toi, ça semblait plus évident parce que tu es plus vieux. Je suis très près de la mort. Ah non, mais c'est vrai que je pense que tu poses la question, on pose la question à Mathis qui a 20 ans là à côté. Ouais, ça paraît tellement loin. Ouais, tu vois. il se dit 10 ans, 10 millions, ok, ouais, je vais kiffer ma vie maintenant, je vais avoir. En fait, c'est un calcul à faire. Hein. Mhm. Un homme en moyenne, il vit quoi, 70, 80 piges. Ouais, on peut Max. dire ça comme ça, ouais. Oui, En 10 ans, 10 millions, ça fait 1 million d'euros par an. Qui fait 1 million d'euros par an? Après, la question elle est quand même plus complexe que ça. Parce que du coup, ça, en gros, on peut calculer la rentabilité et donc à quel point on a confiance en soi pour générer ce pognon. Même à en 10 ans. 70 ans, j'aurais dit oui. J'aurais dit je perds 10 ans de ma vie, même si juste après je meurs. Bah, j'ai des enfants, j'ai des trucs. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais même pas les faire les 10 millions. Je pourrais même pas les faire les 10 millions et les donner à mes enfants. Parce que si on travaille comme ça, je pense, c'est pour kiffer quoi, 40 ans, 50 ans, 60 ans dans notre vie. Allez, cool. Mais après, derrière, t'as ton héritage, tes enfants, tes machins et tout. Il faut leur donner quelque chose. Après, prends les 10 millions, j'ai perdu 10 ans. Bon, bah. Après, ça dépend. Si c'est au placard, si. Non, moi, c'est complètement l'inverse. Moi, jamais j'échange les 10 ans contre 10 millions. Pareil. Jeune ou pas, c'est que à l'heure actuelle, en tout cas, je parle donc au Rémi. Mais t'es déjà millionnaire, t'en fous. Ouais, il a déjà les 10 millions. On a parlé de 10. Coucou le fisc. 10 ans, 10 millions, en 3 ans, je les ai. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je pense être en capacité que dans 10 ans, j'aurais fait l'argent. Puis on pense tous la même chose sur ça. On est sûr que Tu tu vois. auras fait les 10 millions en 3 ans. Non, mais on peut les faire. C'est que là, c'est juste la rapidité. Genre, allez, tu vas dire, Ouais, tu mais- dois vivre jusqu'à 70 ans. En réalité, tu vas vivre que jusqu'à 60 ans, mais t'as 10 millions. Ah non. Pour 60 ans, c'est bien. Ouais, mais 10 ans, c'est énorme. Pour tester un peu le principe, juste le principe, si jamais on dit 1 an, 10 millions, est-ce que d'un coup ça change tout ou pas? Oh, mais c'est encore plus facile. Alors, un an, Ouais, moi, je attends. pense que oui. Peut-être Ouais. qu'un an. Parce Ouais. qu'un an, 10 millions. Donc c'est pas un le principe, ratio c'est est- un calcul. C'est vraiment parce que là, vous Ouais. pourrez répondre Ah par non. principe. Je vais Non, pas non, sacrifier non. du temps de vie contre de l'argent. C'est pas dans ma valeur. 10 ans, c'est trop. Ouais, Tu vois, 10. même 5-10 millions, je le fais pas. Un an, ok. Après, c'est quoi le sacrifice de la vie? C'est quoi? C'est genre, juste, c'est comme si tu avais des points de vie, tu perds 10 ans de points de vie. En gros, 10 Ou ans alors de tu vas vieillesse, 10 ans, la question, en prison. c'est mettons. Ouais, En fait, à part d'un principe un peu à la con, c'est mettons que tu as un destin et que c'est déjà écrit que tu vas mourir à 63. Tu le sais pas, toi, mais c'est écrit que tu vas mourir à 63. Et là, du coup, tu fais le pari de te sacrifier 10. Donc, tu vas mourir à 53. Mais toi, t'en sais rien. Ouais. C'est juste qu'en gros, c'est par rapport à ce qui était prévu, Imagine, tu devais mourir dans 10 ans. Là, tu claques. tu claques direct. Mais donc, la question. Ah, j'avoue, c'est elle est vrai. posée en Ah, instant, ouais, pas si jamais mal. tu étais censé mourir d'une maladie ou quoi, là, dans les 8 prochaines années, Ouais. et que tu dis oui maintenant, t'es mort. Sofiane Bah, tu les auras pas. Bah, de fait, c'est vrai. Non, Donc, non, j'avoue que non. Là, vu comme ça, 10 ans, c'est compliqué. Un an, ça va. 10 ans. Ah non. Un an, je les prends, moi. Pour 10 Un an, millions, je je les les prends. Oui, un an, oui. 10 ans, j'avoue que comme ça. Ça va être dur. Dur. Non, je suis d'accord. Un an, ça en vaut la chandelle. 10, c'est trop. 10 ans. C'est beaucoup trop. Moi qui suis un peu plus âgé que vous, je sais Ouais. à quel point ça va vite. Ouais. Et en quel coup, tu dis putain, merde, j'ai déjà 45, Ouais, bah ouais. 46, 47, 48. C'est pas possible. Ça va Après, le trop truc vite. de 10 ans, on peut dire que c'est un risque comme comment il s'appelle déjà celui qui a fait l'arnaque au CO2. Marco Mouli. Oui. Marco Mouli, il a fait, en réalité, il a fait ce pari-là. Avec l'après, il a fait de la tôle. Parce qu'il a fait 8 ans, je crois, de prison. Ouais. Et il a Oh, fait, oui. en réalité, il a fait ce pari-là. Pour Ouais, c'est 8 ans de prison, combien je suis prêt à prendre? Il a pris plusieurs millions d'euros. quoi. Mais c'est quand même. J'ai le sentiment que c'est pas pareil. 8 ans de prison, je dis pas, c'est horrible, hein, mais.
Mais tu vis. T'as une expérience. Enfin, je veux dire, ça c'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais là, Le c'est milieu une- carcéral, c'est super. Mais il a perdu tu en 8 ans de sa ressors. vie, hein, c'est compliqué. Parce qu'en Ouais. vrai, tu vas en prison, au-delà de faire de la prison, je pense que tu perds des points de vie. Hein. Oui, Ah, parce que c'est pas. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, en France, ça va, Canal+, tout ça. Ouais, tu t'entretiens, tu vas au sport. Championnat Tu de manges. cartes dans la cour de la Ouais, prison. ça va. des choses- Non, ça va encore. Un truc en Thaïlande, la prison thaïlandaise n'est pas aussi confortable, par exemple, ça il faut le savoir. Je veux pas faire de bêtises en Thaïlande. mais- Ah, plus là-bas, la Thaïlande, waouh. Ah, c'est compliqué. Hein. Oui. Tu m'étonnes. Bon, ok. Bon, du coup, finalement, vous tenez plus à la vie qu'à votre pognon. Quelle honte. Quelle mentalité. Vous voyez où dans 10 ans? En partant de là où vous êtes maintenant aujourd'hui, dans 10 ans, si on vous pose la question, où est-ce que vous aimeriez être en termes pas de tout d'ailleurs, de ce que vous voulez dans la vie, quoi. Qu'est-ce qui est important pour vous que vous aimeriez avoir accompli dans 10 ans? Moi, je pense qu'en termes d'immobilier en France, j'aurais voulu un grand parc, on va dire au moins multiplié par 4 ou 5, ce que j'ai aujourd'hui. Ok. Après, et surtout, je veux le développer à l'étranger. Donc vraiment essayer d'avoir de l'IMO dans au moins 3 ou 4 pays différents. Alors, pas forcément des parcs immobiliers de 50, mais au moins avoir des business stables dans d'autres pays. Pas forcément de l'IMO en location, mais de l'IMO de la restauration, en fonds de commerce ou quoi Ouais. que ce soit. Justement parce qu'il n'y a pas que l'IMO locatif en vrai. Et en termes de trading, tout continuer ce que je fais. Et comme on en parlait l'autre jour, augmenter les pourcentages pour avoir de plus en plus et continuer comme je fais. Sur la partie e-commerce, développer plus de marques, développer plus de boutiques et commencer à avoir plus de rentabilité, plus de stabilité avec plus de boutiques et aussi développer ma formation. En espérant que dans 10 ans, ma formation, je puisse coacher des élèves vraiment qui ont envie, qui ont cette même envie que moi que j'ai eu il y a quelques années de ça. Et vraiment avoir une proximité entre guillemets avec eux où vraiment je les prends par la main et vraiment on fait des séminaires comme on en parlait avec eux, on part, on discute, on fait des lives ensemble, où on crée des boutiques, des lives ensemble où on fait des séminaires où on va faire du trading ensemble, où on va visiter des biens ensemble, enfin vraiment un peu à Lion Darwin qui le fait des fois sur de l'IMO, où on fait vraiment ensemble, mais c'est pas pour moi. Et je ne prends pas de bénéfice sur le fait de faire ça ou quoi que ce soit. Ils me payent juste, ils ont payé leur formation et je les aide à faire. Donc vraiment, si je peux y être là dans 10 ans, ce serait top. Ouais, cool, beau projet. Une fois Et que toi, sur le parc Sofiane? immobilier. C'est pas mal. Bah, moi, franchement, dans 10 ans, ce serait bien d'avoir une grosse conciergerie en France. Donc, qu'elle a un nom, qu'elle soit reconnue, connue. Mais nous, on veut voyager, faire le tour du monde. Et à un moment donné, moi, j'aimerais, j'en ai parlé avec ma femme, elle m'a dit, tu penses à demain déjà avant de penser à... Parce qu'en gros, il y a tellement de choses à faire dans plein de pays. Ouais. Et faire ce système, le même système qu'on a mis en place en France, à l'étranger, donc à Tenerife, à Malte, en Crète, en Thaïlande, à Bali, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, je vais tous les citer. Arrêtez-le. Et donc voilà, j'aimerais bien faire le tour du monde, visiter, et en même temps travailler, chercher des biens, mettre en place nos process, un peu comme si je faisais une franchise. Donc, mais dans le monde entier, donc ce serait plutôt cool. Et voyager vraiment, c'est juste ça. Et avoir assez d'argent. Faire du e-commerce, j'avais commencé, je te l'avais dit, mais ça me prenait trop de temps et ça me faisait délaisser les autres business. Ouais, donc jamais. Sache que jamais je te dirai en tout cas. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi je Focus sur la conciergerie. je préfère monter ma conscience parce que je sais que c'est ce qui me passionne plus que l'e-commerce. Ouais. Si je fais du e-commerce, en toute honnêteté, c'est juste pour ramener de l'oseille. Ouais. Vraiment, c'est pas. Je kiffe trop le e-commerce. Ça me parle. Je pense que c'est pareil pour tout le Personne monde. n'aime le e-commerce. Ouais, je pense que c'est pas un truc qui fait kiffer tout le monde, hein, je C'est sais mon pas. métier. Hein. Non, mais. Parce que ça fait. Non, mais je te rejoins. Moi, je fais ça parce que ça rapporte. J'ai pas une passion pour l'e-commerce. Hein. Et après, voilà, donc, e-commerce. Et après, trading. Non, trading, je suis pas fan du trading. Après, je m'y connais pas. C'est peut-être pour ça que je suis pas fan. Mais il n'y a rien qui m'a fait vibrer dessus. Et être millionnaire. Hein. Ouais, millionnaire, objectif financier comme Ah ça, oui. millionnaire. Pas forcément millionnaire sur le compte. Ouais, Mais personne. millionnaire en patrimoine, millionnaire en. Ouais. En gros, je vais au magasin, je veux pas me faire chier combien ça coûte. Quoi. Ouais, je comprends. J'ai un mec que je connais qui est au Maroc, l'argent, c'est plus son problème. Hmm. Je pense que j'aurais du mal à être à son niveau. Mais l'argent, c'est vraiment pas. Il a plein de problèmes dans la vie, mais pas l'oseille. Quoi. Ouais, c'est un niveau de Ah, tranquillité, de c'est- sérénité qui est fou. Il est pas tranquille, hein. Il Ouais. a plein de problèmes, mais jamais lié avec l'argent. Hmm. Donc c'est incroyable. Mais non, là, ouais, franchement, c'est l'argent millionnaire.
On disait la dernière fois d'ailleurs que les hommes pensaient beaucoup plus à l'argent qu'au sexe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais enfin, peut-être pas tous, alors, mais nous, du moins, c'était le cas. On s'était fait le Et des constat. fois, c'est lié. Hein. Et des fois, c'est bien sûr, bien sûr. Mais là, je te rejoins tout à fait. De toute façon, c'est ce que j'avais envie de dire aussi. C'est pas forcément là où je me vois dans un lieu géographique. J'aimerais bien me voir à côté d'une piscine avec un cocktail. J'aimerais bien être à la retraite, c'est-à-dire continuer à bosser, mais quand j'en ai envie, C'est ça. pas par obligation, avoir des actifs partout qui tombent, des investissements partout, avoir fait de l'immobilier, mais donc pas ici. Et avoir vraiment multiplié également les investissements en private equity, tu sais. Eh oui, eh oui. Avoir avoir de la rentabilité comme ça, d'actifs qui tombent, même si je ne fais rien, et avoir la sérénité de ne plus penser à l'argent non plus. Peu importe, pour moi, mes enfants, moi j'ai mon fils, Raphaël que tu as vu tout à l'heure, c'est mon Ok. fils. C'est le plus grand, j'ai ma petite qui a 10 ans aussi. J'aimerais, forcément quand tu as des enfants, c'est aussi un peu, tu changes d'état d'esprit puisque tu ne penses pas qu'à toi, hein, tu penses aussi à tes enfants et tu dis, tu penses même à eux avant toi. Donc si j'arrive à sécuriser ma position suffisamment pour sécuriser la leur aussi, voilà l'objectif. Je n'ai pas forcément envie non plus de faire des dizaines de millions d'euros. Être multimillionnaire me suffira. C'est un bon début. Non, mais c'est un bon début. Oui, c'est pas mal. Effectivement. Non, parce que t'en as, donc les objectifs, c'est vraiment d'aller Très haut, très très haut. Ouais. Moi, au bout d'un moment, je vois pas l'intérêt. Ah. Si ce n'est pour l'ego, quoi, mais je vois pas l'intérêt particulier. Je pense que c'est ton premier million, tu vas vouloir le deuxième, troisième, quatrième. Après, en fait, ça va faire qu'augmenter. Donc, à un moment donné, C'est ça. on sera tous millionnaires ici, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, on va toujours vouloir plus. On va toujours vouloir plus. Soit il y en a, ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est possible. Mais en tant qu'entrepreneur ou businessman, je pense que tu te contentes jamais de ce que tu as. Ouais, tu te lasses. Tu veux toujours plus, en fait. Tu peux t'en contenter à la limite 6 mois, peut-être 1 an, et puis après tu fais, ah putain, en fait, non, bah, j'ai envie de remettre les pieds dedans et d'aller chercher de l'oseille sur une autre échelle. Surtout que c'est le début qui est dur. C'est un peu comme on dit, c'est le premier million qui est dur. Après, pour aller à 10 millions, c'est plus simple parce que tu as 1 million. Oui, bah tes D'un ressources côté. sont Et tu te dis, bon, faut 1 million. Bon, allez, si je mets 100 000 ici, ça fait quoi? 1 million en plus. Si je mets 300 000 ici. Et du coup, Ouais, bien ça sûr. devient, tout devient plus facile, entre guillemets. Je dis pas que c'est facile, mais je pense Après, que tu as le million. C'est ça, une fois que tu as le premier million, ou même une fois que tu as ton premier business qui marche, C'est ça. tu peux en faire un deuxième. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de ne pas tout mettre sur un seul et même business. Ça, c'est Sûr. la plus grosse connerie que tu as à faire. Quoi. Je l'ai C'est- fait, moi, personnellement. Mais après, tu as changé. C'est vrai. Non, Dernièrement, je suis en plein dedans, là. J'ai subi pendant 8 mois. Bah, tu sais, c'est le blocage PayPal. Il y Ouais. a eu partout le parc e-commerce. On l'avait développé donc, à fond, le parc e-commerce. Et un fournisseur de paiement nous dit fuck. Et d'un coup, on réalise, mais attends, mais on fait que du e-commerce, nous. Et qu'on peut plus encaisser les clients avec ça. Mais waouh! Et du coup, tu fais, ah putain. Et donc là, on a remis le paquet pour l'agence web, etc. Pour du coup avoir d'autres activités. Mais on s'est retrouvé en mode, c'est une blague ou quoi là? Comment ça, vous avez mis. Vous Ah, avez mais mis malgré tout, Biscope, tu avais toujours de la crypto, du. Oui, c'est comment vrai. ça s'appelle, du des trading, investissements etc. et tout. C'est vrai. Donc, tu n'avais pas tout sur le même truc. C'est-à-dire C'est ça t'a permis quand même de rester. Ouais, au-dessus de en l'eau, gros, la tu vois. boîte coule pas, quoi. La C'est boîte ça. coule pas, etc. C'est vrai qu'il y a, de fait, il y a eu une forme de diversification. C'est juste que c'est pas autant. En fait, c'est des invests, alors que les business qui tournent, c'est plus sécurisant. Les invests, Ouais. moi, idéalement, je veux juste pas y toucher, quoi. Surtout sur la Ouais, bien crypto, sûr. etc. Genre, ça, c'est presque juste. Bah, j'ai pas d'épargne, mon épargne Mais elle est ça toujours reste, placée. ça reste un de tes piliers. Ouais, c'est un que pilier. si tu as un pilier qui tombe, bah, tu as toujours celui-là qui va sécuriser, qui ouais. va te sécuriser. Quoi. Tout à fait. Au cas où il y a une vraie galère, ok, je retire 10 000 de crypto. Ouais, t'as raison. Enfin, attends, on est plus sur du million, mais. Moi, je dis pas. Parce que qui nous regarde, je dis pas combien je gagne. Alors, et cette question, finalement, pour toi, quelle est la réponse? Ah, on me retourne une question. Enfin. Enfin. Dans 10 ans, ouais, j'aimerais bien être multimillionnaire quand même parce qu'il s'agirait que ça arrive. Je me vois bien devant Rémi en termes de finances. Je te le souhaite. Hein. Je sais, en plus, regardez, en plus il est gentil. Non, multimillionnaire, ouais. Géographiquement, j'en sais rien. Parce que je pense que ça évolue beaucoup, les envies à ce niveau-là dans une vie. Dans 10 ans, moi, je me vois avec des enfants. Et idéalement, au niveau business, j'aimerais bien avoir commencé à créer quelque chose avec une grosse vision. Donc, un projet qui me tient à cœur et qui ne soit pas justement que du business. En fait, j'aimerais entreprendre dans un projet où vraiment il y a Il y a du sens. il y a du sens, tu vas apporter quelque chose à la société et aux gens et réussir par contre à exploiter toutes les
toutes les compétences business pour faire en sorte que ce soit rentable le bazar et que ce soit pas une start-up qui coule comme la plupart. On t'ouvre une association pour ça. Ouais, mais tout ça, ça peut. Hein. La forme que ça prendrait, ce projet, c'est pas encore très bien défini. Le but, c'est juste qu'en tout cas, faire un truc qui fait que je suis bien content de ce qui a été développé. Parce qu'aujourd'hui, je suis content de ce que je fais, pas du projet en lui-même. Je suis content de moi parce qu'on fait de l'oseille, parce que tous les jours, ça va de l'avant, tous les jours, c'est plus grand, tous les jours, il y a des nouvelles rencontres. Donc, je trouve ça passionnant et intéressant. Par contre, j'ai l'impression que pour l'instant, mes activités sont profondément égoïstes. Enfin, c'est pour mes proches et moi-même, quoi. Et j'aimerais bien créer un projet qui, effectivement, peut avoir de l'impact, positivement, idéalement, sur le reste du monde. Et du coup, la forme, ça pourrait être une asso. Mais du coup, une asso qui, malgré tout, Plus lucratif. est dans ses frais, quoi. Arrive à se financer, etc. Ou alors à avoir fait des process pour lever des fonds. Et être subventionné. Mais en tout cas, voilà, ouais. Un truc qui te parle, qui te passionne, qui te plaît. Parce qu'idéalement, j'aimerais bien donner à mes enfants cet aspect business, mais j'aimerais bien aussi leur montrer un truc ce qu'on fait, c'est bien. C'est profond, c'est... Tout l'inverse de ce que tu fais maintenant, finalement. Exactement. Ah non, pourquoi? Non, les gens, ils ont besoin d'acheter des bracelets, ils ont besoin d'acheter des choses. Non, mais c'est vrai que ça reste... on a fait beaucoup de dropshipping, etc. Donc, en tout cas, nous, on peut se raconter les histoires qu'on veut sur le... Non, mais c'est l'offre et la demande. On peut, dans des débats autour d'une bière, quand quelqu'un te dit « Ouais, mais ce que tu fais, c'est de l'arnaque », on peut débattre. Mais... dans les faits, en tout cas, même moi, objectivement, je ne considère pas être en train d'apporter quelque chose à la société avec ça. En revanche, sur le côté agence, sur le côté accompagnement, c'est vrai. Les impôts. C'est vrai. Je rapporte quelque Et chose. vous entendez ça? Je paye les impôts. Et sur le côté agence, là, effectivement, en fait, je vois aussi que c'est pas ce qui me rapporte le plus, mais c'est ce qui me rend le plus heureux des fois. Parce que par contre, du coup, j'accompagne des gens, je les forme, ou des fois, on bosse sur des projets qui sont intéressants. Et où du coup c'est pas du dropshipping ou c'est pas des business à la con. Et là par contre après une session de 3 heures pour avoir sur un projet intéressant, et ben je dis putain, ça j'aime bien en fait. J'ai fait du coaching aussi de personnes qui veulent monter en compétence sur certains outils qu'on utilise, notamment les canaux publicitaires comme Google et Meta. Et j'ai réalisé que en fait, je pouvais le faire bénévolement, ce truc-là, carrément. Donc je le facture parce que je suis pas con. Mais je réalise que tu vois, notamment j'ai un élève que je coach qui du coup il a fini ses heures, mais il en demande et il peut pas se les payer. Moi, ça me fait plaisir en fait. Donc je me dis mais oui, viens, on va aller sur ton truc, viens, on se retrouve à 19h, c'est hors des heures de taf et ça du coup c'est parce que je kiffe en fait. Ça je kiffe. Ça te fait vibrer. Ouais. Mais le dropshipping, non, par essence, ça me fait pas vibrer. Mais ça fait remplir le frigo, ça paye le loyer, ça permet justement de faire évoluer tes objectifs qui te font vibrer. Exactement. Donc donc voilà, donc en disant, moi c'est ça, c'est le projet où je me dis yes, c'est bon, là je suis un vrai winner et là je sauve le monde, ok? Petite question qui n'a rien à voir, mais qu'est-ce qui vous ferait penser, genre, ok, là j'ai réussi? Genre à quel moment de votre vie tu te dis, ok, là j'ai réussi, là je suis quelqu'un, je suis en place, j'ai réussi. Dans n'importe quel domaine. Hein. Bah honnêtement, moi par exemple, c'est déjà un truc que je me dis. Ouais, t'as réussi. Ouais. C'est déjà ce que je me dis aussi, c'est ce que j'allais répondre. C'est un bon rythme en fait. Enfin, dans le sens où, en gros, pour moi, le plus dur, c'est de réussir à avoir le mindset qui est installé et que du coup, en gros, mon mindset, il est simple, c'est soit meilleur tous les jours qui s'enchaînent, c'est de comprendre des choses, d'apprendre des choses et de juste être une meilleure personne sur tous les plans. Et je le fais, j'essaye de le faire en tout cas. Bah, du coup, c'est bon. Et puis je sais que ce processus-là apporte un succès financier. Et du coup, je vois que, comme tu disais, autour de cette table, tout le monde va être millionnaire, c'est évident. Je m'inquiète même plus. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Alors, on va trouver des techniques pour que ça arrive plus vite, etc. Mais ouais, c'est. Du coup, je me le dis déjà, moi. Je me dis déjà, j'ai déjà réussi. Moi, non. Moi, vraiment pas. C'est surtout pour toi que j'avais posé cette question-là, parce que ça se voyait que tu avais envie de plus évoluer, alors qu'en vrai... Non, en fait, moi, je pars du principe où j'aurai réussi quand j'aurai le train de vie qui ira avec. Le train de vie, c'est celui que moi, j'estime être, c'est-à-dire uniquement voyager, parcourir le monde, découvrir des cultures, manger ce que je veux, sans compter, tu sais, genre l'avion, tu prends ou un jet, ou tu prends... Mais tu sais... Le voyage en jet, genre régulièrement. Ouais, mais EcoPlus, c'est bien. Ouais, mais tu vois, je trouve que pour moi, c'est la vie que je veux, c'est pas genre l'excès en mode, je vais prendre des jets privés avec là les meufs et on va partir à Punta Cana. Pas du tout, c'est juste c'est dommage. Ma famille, toi, ta femme, tes enfants. C'est dommage parce que c'est une super expérience. En plus, tu sais que le jet privé, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. Selon les trucs, c'était 15-20 000 balles. Ça va.
Ça va en vrai. Enfin, tu vois, une fois que tu as les moyens, ça Pour va. toi. Pour moi, tu bon. défies tes Je Non, mais tu pète vois- mon PL, mais. Une fois que j'aurai le train de vie que je veux, j'estimerais que j'aurais réussi. Tu vois. Aujourd'hui, je pourrais me permettre d'avoir une voiture de fou. Enfin, j'ai une Clio 3 qui a un pare-choc cassé. Parce que j'en ai pas le besoin et parce que La honte. Il y a une Clio 3 avec le. Mais il Ah, y a mais moi, 11 biens immobiliers. Mais il a tellement raison. Oui, Mais il a raison, tellement bien sûr raison. qu'il a raison. Une Tu vois, voiture, c'est- c'est de la perte. Mais oui, j'estime ne oui, oui. pas avoir assez de rente qui pourrait me faire avoir le train de vie que je veux pour pouvoir me dire ok, j'ai réussi. Vu que j'ai pas le train de vie, j'estime ne pas avoir réussi. Et c'est pas un chiffre, tu vois, c'est demain entre guillemets mon train de vie change et je veux cette vie-là. Et avec ce que j'ai aujourd'hui, ça suffit. J'estime, je continuerai, mais j'estimerai avoir réussi. Ok, c'est bon, tu vois. Mais est-ce que du coup, tu es fier de toi, par exemple, aujourd'hui, malgré tout? Tu constates pas avoir réussi, Tout mais est-ce le que tu as un monde- sentiment de fierté? Tout le monde me dit que tu devrais être fier. Et t'es pas fier? Et Tu ressens pas de fierté? j'estime pas que je suis fier parce que pour moi, j'ai pas encore réussi. Ouais, mais alors le problème, c'est, tu sais, c'est un petit peu comme l'artiste qui ne sait pas à quel moment il Ouais. finit son Ouais. tableau. Ouais. Tu te dis, est-ce que tu seras un jour satisfait, tu vois? C'est le gros problème que j'ai avec ma copine. T'as juste une addiction, en fait. Tu veux pas aller voir un Je psy? sais que En réalité, tous les matins, il se regarde dans le miroir et il fait t'es beau, toi. non, mais c'est mon gros problème, c'est que je sais que je suis perfectionniste et je veux tout le temps plus, mais là, tu vois, ce que j'ai beaucoup, c'est des rentes, mais qui sont passives. Tu vois, comme on dit, j'ai pas d'argent palpable, entre guillemets, tout de Ouais. suite, tu vois. Et la branche qui peut m'amener ça, c'est l'e-commerce aujourd'hui. Oui, je comprends. Et c'est ce côté-là où l'argent va arriver sur ma société française, classique. Française. Mais tu vois, c'est l'argent, ok, je vais m'en servir pour aller chez mon saumon. On va se manger un contrôle. Il y a trop de blagues. Il y a trop de blagues, c'est sûr. Je suis pas concerné. Il y a trop de blagues sur ça. c'est pas possible. Et en fait, ce fait que l'e-commerce va me ramener l'argent sur mon compte tout de suite, c'est de l'argent que je vais pouvoir utiliser, ce qui va augmenter mon train de vie. Tu vois, le fait d'avoir X euros à côté par le trading ou les placements, c'est de Tu l'argent. touches pas en plus, donc. C'est ça, c'est ma retraite, c'est mon Ton pouvoir d'achat, il va être augmenté avec le C'est ça. Une fois que ton pouvoir Une d'achat fois que mon aura- pouvoir d'achat aura augmenté, mon train de vie va augmenter. Et là, j'estimerais ok, que je serais bien, je serais à l'aise et je sais que psychologiquement, je serais bien. Parce que, on l'a déjà dit, mais la liberté financière amène une liberté psychologique. N'en déplaise à ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Allez vous faire foutre. C'est un fait. C'est super vite. L'argent Tu fait vas voir le quand tu as bonheur. découvert ton banquier, il t'appelle tous les jours. Tu vas voir si tu vas être heureux. Ouais, c'est ça, non, mais... Et ouais, je pense que je suis un très grand insatisfait et j'aurais pour moi réussi quand vraiment je pourrais me lever, ne même pas avoir de tâches entre guillemets à faire. Tu vois. Je peux déléguer quasiment tout. Aujourd'hui, je délègue des choses, mais je peux pas surtout Pareil, déléguer une grande on partie. en parlera. T'as des bons plans pour déléguer. Ouais. Beaucoup de sujets. Voilà pour moi. Ok. Eh bien, c'est très, très, très intéressant. Tout le monde a fait son tour de table là sur. Oui. Je pense, je sais plus. Sur le pied au gauche, c'est pas grave. Les gars, vous avez des peurs en tant que personne, des peur. choses qui vous terrifient? Putain, les gens veulent pas se confier. Waouh. Moi, j'ai. Non, mais alors, c'est pas du tout. C'est absolument pas lié à l'argent. C'est la peur de perdre des proches. Je pense que c'est la peur qui anime pas mal de gens, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce Moi, que j'ai plus cette peur. Enfin, en vrai, c'est la seule chose qui est factuelle. Hmm. On peut pas avoir peur de quelque chose de factuel, c'est sûr. Ouais. Après, qu'est-ce qui peut se passer après qu'on ait perdu ces proches-là? On peut avoir peur des réticences et tout. Mais peur de perdre des proches, c'est sûr que moi, je vais clamser. Donc, en vrai, faut pas avoir Oui. peur. Ouais, mais toi, c'est une chose. Oui, mais même des Mais- proches. Même des proches. Je sais qu'aujourd'hui, pourtant, des gens que j'aime du plus profond de mon cœur, mais je sais qu'ils vont partir. Hmm. Pourquoi avoir peur? Hmm. Vas-y, Ouais. là. Bah, ça dépend en fait. Alors, c'est pas. Si tu C'est une penses par- crainte plus qu'une peur, par exemple, c'est si je pense à mes parents, c'est une crainte, mais c'est pas une peur parce que c'est dans la logique. Par rapport Ouais. aux enfants. Un enfant, c'est différent. Ça, je suis d'accord. Tu vois, parce que là, c'est une vraie peur. Et c'est une peur qui. Alors, c'est peut-être moi qui suis parano, il y a peut-être des. Mais à partir du moment où j'ai eu d'être enfant, j'ai cette peur Ça, qui, je pense que. qui est au fond de toi et qui te quitte pas parce que tu dis, mais tout peut Ouais. arriver. Alors, Et dès que tu encore. regardes, tu vois, ça me faisait pas ça avant, mais si je regarde les infos et je vois, oui, un accident, une gamine s'est fait écraser par un bus, un machin, un truc, c'était tout de suite, tu projettes en fait direct, tu vois. Chose que avant, je pensais pas du tout, tu vois, je disais, bon, pauvre gamine, et puis c'est tout. Donc, oui, ça, je dirais, c'est peut-être la peur qui m'anime plus que de perdre mon business, que de perdre
que d'être Clodo. Voilà, quoi. C'est la peur ultime pour moi. Je pense que la peur pour tout le monde, ouais, ça, je crois que c'est... ouais. Mais il faut avoir des enfants pour le C'est le boss ressentir. final. Ouais, c'est le boss final. Et qui est boss final contre qui tu ne gagnes pas. Après, il faut pas Je- non plus être je de la parano. vie. Hein. C'est encore une fois, si tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de raison non plus de Ouais, bien sûr. te lever le matin en disant oh là là, j'ai peur. Mais c'est toujours le petit truc qui reste en toi, des petites pensées qui te rappellent toujours faire attention. C'est, tu vois, mon gamin qui a 17 ans, bon, il commence un peu à sortir. Tout ça, c'est aussi pour ça j'aimerais aussi quitter ce pays, parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité. Je me dis, il pourrait se prendre un coup de couteau, on ne sait pas, tu vois. Tout comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est... et c'est aussi, pour moi, je pense, un frein psychologique à mon mindset. Tu vois. Ça ralentit un peu mon mindset parce que je me préoccupe trop peut-être des autres à ce moment-là. Et avant, j'avais pas du tout de frein. Tu vois. J'étais, waouh, allez, go, go, go. Et là, c'est un petit truc qui me freine un petit peu avec les enfants qui grandissent, etc. Donc, Mais ça, c'est le cerveau humain. Il est fou, le cerveau humain. Ouais. Je me rappelle en quad à l'époque, je pouvais faire le con, etc. Je suis parti en vacances avec ma femme. On est monté sur un quad, elle était derrière moi. J'avais peur. Et ben, Mais vraiment, parce que j'arrivais même pas à tourner le guidon. J'ai failli me manger un ravin parce que j'étais pas serein. et tu fais une passerelle avec ça. Je voulais aborder exactement ce sujet-là. C'est fou à quel point, quand tu grandis, vieillis, ouais, t'as des trucs que tu faisais en étant gamin, enfin 17, 18 ans, où t'en avais rien à foutre. Et ouais, tu les refais aujourd'hui, et tu te retrouves, putain. Je suis con, quoi. Qu'est-ce que je C'est fais Ouais, pour ouais. ça que tu as peur pour tes enfants, parce que tu sais que toi, tu as fait des grosses conneries, Ouais. tu es passé à côté de la mort plein de fois sans savoir, en rigolant, avec ton Trop vélo drôle. cross, tu vois, en sautant au-dessous d'un La truc. falaise a fait que 18 mètres. Ouais, Gros. ouais, Il y a ça les cailloux, ils sont à 3 mètres. T'inquiète, tu sautes suffisamment loin, c'est bon. Je sais que j'ai fait des grosses conneries, tout le monde a fait des grosses conneries. Les enfants le font aussi. C'est un peu- Ils sont 6-7 morts. Mais moi. Je pense que justement, t'as peur pour tes enfants parce que toi, t'as fait ces conneries-là. Et t'as C'est peur ça. qu'ils le font. Exactement. Qu'ils Et ils le le font, de refont. toute façon, ils font des conneries, c'est obligé. Mais après, il y a même des erreurs aussi que t'as peur qu'ils commettent. Toi, t'as Ouais. fait ces erreurs-là pour qu'eux, ils ne le fassent pas. Et Ouais. du coup, t'as peur. Mais, Il y a le euh, champ, il y a le c'est champ chaud de dans les l'inconnu enfants. aussi, c'est qu'il y a des trucs que t'as pas fait, que tu n'imagines pas et que tes Ouais. gamins peuvent Ouais, faire tout comme à fait. conneries. Oui, bah, surtout aujourd'hui, à l'époque d'aujourd'hui. Ouais, c'est que les temps changent super vite et on a beau. Enfin, moi, quand j'étais gamin, j'avais toujours ce truc où je disais, mais quand moi je serais adulte et que j'aurais des enfants, mais comment je me ferais pas avoir de cette manière-là? Genre, tu sais, enfin, je sais pas, les trucs de la Game Boy sous la couette, en mode, ah, tu crois que je dors là? Je dors pas du tout. À 3h du matin, je suis encore sur Mario Kart. Je dis, mais moi jamais ils m'auront. Et là, j'ai 26 balais, je fais, mais bien sûr qu'ils m'auront. Ça change super vite. Ils vont faire des trucs que je ne soupçonnerais Ouais, c'est absolument pas. Pour moi, qu'est-ce qu'ils font? Et je pense qu'on est tous. C'est une petite leçon d'humilité dès que tu commences à grandir. Tu fais, ah ouais. Non, en fait, même des trucs, je voyais, je sais pas. Moi, je voyais tous les. Quand j'avais 15, entre mes 15 et 18 ans, je voyais tous les quarantenaires et je disais, putain, ils ont de moins en moins d'amis, globalement. Ils sont assez seuls et tout. Moi, je me disais avec mon groupe de potes, mais vous êtes des fous, mais moi, quand j'aurai 40 balais, mais j'aurai tous mes potes, on continuera de faire la fête, etc. Et en fait, tu grandis vite et tu fais, mais en fait, non, effectivement, les gens s'éloignent, etc. Et du coup, juste tu fais le parallèle, tu fais, mais en fait, tout ce que tu prétendais, ou tu prétends, bah, tu seras pas ce vieux con, ou tu seras pas comme un. Tu fais, ah putain, si, tu deviens ce vieux con. Tu deviens ce vieux con, et donc mécaniquement, maintenant, j'ai beaucoup plus, là, actuellement, d'humilité, d'essayer de comprendre mes aînés. À chaque fois, on me dit, mais je suis peut-être pas d'accord, mais je serai d'accord avec toi dans 10 ans, ça se trouve. Parce que là, je déteste ce que tu me dis et ta façon de réfléchir. Mais je détestais ta façon de réfléchir déjà avant, et maintenant je pense comme toi sur ces points-là. Donc tu sais, du coup, beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et ouais, c'est l'évolution. l'évolution, c'est les personnes avec qui les personnes que tu côtoies, etc., qui font que tu changes. Hein. C'est pour ça, Ouais. les personnes, par exemple, les personnes avec qui j'étais ami au collège, au lycée aujourd'hui, bon, il y en a toujours, c'est des potes. On se voit très rarement, mais parce qu'on n'a pas le même mindset aussi. Donc forcément, je vais traîner avec des gens qui me rapportent quelque chose. Pas par intérêt, hein, parce que Non, mais peut-être juste on une les aime bien relation, aussi. Hein, une une relation, on relation. les aime bien. Ouais. Mais de base, j'ai commencé à parler avec toi par intérêt. Mm. Après, tu es devenu un ami, etc. etc. Mais après, tu évolues. Après, Ouais. tu penses comme un vieux con. On devient tous les vieux cons qu'on détestait petits, hein. Ouais. Enfant, on va dire. C'est comme ça. Moi, je vois avec mon fils, c'est pareil. Ce matin, j'ai dit, tiens-toi droit, là. Pourquoi tu marches comme ça? Après, je fais, putain, on dirait mon père. Il me disait ça, tu sais, aussi. Tu deviens... Ouais, c'est normal. C'est quoi, alors, ta plus grande peur à toi? Bah, maintenant, après t'avoir écouté, moi, j'ai pas d'enfant. Donc, Non, mais là, peur à de- l'état actuel, t'as pas d'enfant. Donc, je veux dire, ça rentre pas dans le... Peur de Dieu. Ma plus grande peur, en vrai, j'en sais rien. En vrai, c'est compliqué. Non, c'est super galère.
comme Ça question. peut Est-ce être que justement tu- que ton business s'écroule, que... Mais ça, j'ai pas peur de ça. Honnêtement, j'ai pas peur de ça parce que je connais mes capacités et que même si ça s'écroule, je sais que je peux me relever. Et ça, c'est rien de. C'est pas une fin en soi. Même si un business s'écroule, il y a un autre qui peut repop. Mais j'avoue que perdre une personne, je pense que tu as raison, c'est ce qui pourrait faire le plus peur. Après, moi, aujourd'hui, j'ai perdu la personne qui était le plus importante dans ma vie, c'était ma mère. Là, il y a ma femme. Je pense que je vais partir avant. Donc, égoïstement, je m'en fous. Et après, le reste, c'est la continuité, quoi. Mais c'est sûr que quand tu as des enfants, tu penses différemment. Je pense que quand j'aurai des enfants, j'aurai peur que je fasse mal leur éducation. Pour plusieurs raisons, genre, surtout si je deviens millionnaire et que je les éduque en mode fils à papa. C'est dur ça aussi, c'est vrai, le rapport aux Ça, enfants. c'est vachement... Tu sais, on parlait de ça tout à l'heure. Tu sais, quand je disais, oui, j'ai voyagé en business, machin, et puis mon fils n'est pas venu en Thaïlande là, cet été, puis il a dit, ouais, papa, je suis dégoûté, du coup, j'ai pas été en business. Et toi, tu me dis, ouais, mais bon, c'est pas bon non plus si jeune d'être habitué au business. Oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que quand tu commences à être plus à l'aise financièrement, comme c'est mon cas, tu vois, je me dis au bout d'un moment, alors quoi ? Je me sacrifie quelque part aussi. Fais-toi un kiff. Tu vois, je veux dire, Tu le mets en écho, tu vas en business, tu le fous en écho à l'arrière de l'avion. Tu lui fais. C'est quoi, tu le mets les c'est- places et là où il y a l'exit, tu mets des places plus larges. Voilà, c'est ça. Tu dis c'est l'éco plus, t'inquiète. Non, mais même en dehors de l'avion, tu vois, je veux dire, c'est que, oui, alors moi, maintenant, j'aime bien aller dans des bons restaurants, j'aime bien aller dans des super hôtels, etc. Et du coup, c'est vrai que lui, déjà depuis quelques années, là, il s'habitue un peu à ce confort-là. C'est dur après, mon gamin, allez, maintenant, démerde-toi tout seul. Bah là, regarde, toi, je pense que tu l'as bien éduqué parce que là, il bosse, il travaille. Il bosse pas, il est venu avec moi En faire un stage. petit Stage d'une stage journée. d'imprégnation pour voir un peu, parce qu'il s'intéresse au business. Il a quel âge 17 ans, il est jeune. Mmh. Donc ouais, un stage et tout. Mais en fait, il s'intéresse au business, il s'intéresse à bosser. Ouais, non, c'est vrai. Donc c'est plutôt Ouais, c'est positif. plutôt positif. Moi, demain, je sais pas, dans 3 ans, je suis millionnaire. Ou je gagne très très bien ma vie. On commence à faire un enfant avec ma femme. Donc il aura la mentalité de penser à ce que c'est l'argent dans 13 ans, 14 ans, 15 ans. D'accord ? Est-ce que si on n'a pas trop d'argent, comment je l'éduquerais ? Est-ce que je l'habituerais en mode, tiens, t'as la carte à papa, fais-toi kiffer, t'es un fils à papa, vis ta vie, tes meilleures vies, ça devient un connard. Quand je vais crever, il va tout couler, il va tout dépenser. Ou alors, est-ce que je vais bien l'éduquer dans le respect des gens, dans plein de choses, hein, religion, machin, enfin vraiment qu'il ait toutes des bases solides. Et je sais pas, est-ce que je serais capable de faire ça ? Parce que est-ce que l'argent va pas me changer aussi ? Bien sûr. Ouais. Parce que quand tu as un Bien père sûr. qui a l'argent, là, a fait tourner le cerveau, a fait complètement changer d'état d'esprit, tu te dis, mais est-ce que ça risque pas de m'arriver aussi ? Ouais, de la même manière qu'on Donc disait ça, des c'est- aînés, c'est pareil, effectivement, tu as beaucoup de gens, une fois qu'ils ont beaucoup de pognon, ils partent en changent. vrille. Ça serait une erreur de se croire qu'on est tout puissant et que moi ça m'arrivera pas. En vrai, on n'en sait rien. Enfin, on espère que, mais il y a déjà des changements d'état d'esprit et d'opinion en quelques années en étant dans le biz. Et du coup, si ça peut être des changements on va dire, minimes comme ça, alors que c'est quelques milliers d'euros, on va dire, de plus qu'avant, quand tu passes un autre gap, tes opinions, même tes fréquentations, du coup, tes références, tes influences extérieures changent. Et tu vois, autant, par exemple, je me rappelle une discussion qu'on avait eue peut-être il y a 2 ans et demi, Je m'en souviens pas. chez Sylvain, et on parlait un peu politique. Et autant il y a 2 ans, j'étais, tu vois, en mode pas d'accord avec toi sur plein de trucs, en mode, ouais, on est 2 ans après, avec un cercle d'influence qui a beaucoup évolué du coup en 2 ans, avec des discussions, etc. Et déjà, je pense qu'en 2 ans, je pourrais avoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps qui me diraient, mais attends, mais je te reconnais pas du tout, c'est un truc de ouf que tu penses ça comme ça, etc. Évolue. Et donc, malgré tout, du coup, dès que tu gagnes plus de pognon, tes références changent, tes influences changent. Et même si toi, tu veux pas changer ou si tu penses que tu vas pas devenir comme tous certains clichés que tu Tous peux ces vieux voir cons. de milliardaires, et ben en fait, effectivement, on n'est pas tout puissant par rapport à ça, quoi. À tout moment, on devient des ordures. Bon, après, il y a ce truc de on dit l'argent ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Pour moi, c'est ça. Donc je suis une ordure. En fait, finalement, je t'ai influencé à devenir une ordure. Voilà. Ça me le dire. Pardon. Je sais pas le dire, ces termes-là. Non, mais pour moi, c'est ça, c'est que si derrière tu vrilles, c'est qu'au fond de toi, t'étais un peu comme ça, tu vois. Ouais. Alors, personne ne sait ce qui se passera, mais moi, j'ai la conviction que je ne vrillerai pas. Parce que j'ai cette mentale de très terre-à-terre, très process, très carré, très machin, etc. Et que ce soit avec 1 million ou 100 millions, tu vois, j'ai l'impression que ça ne changera pas. Peut-être je me trompe,
Mais je pense que c'est qu'au fond, les personnes qui partent en freestyle avaient de base une prédisposition à partir en freestyle sur certains trucs, et du coup, ça s'augmente avec le fait qu'il y ait de l'argent et la possibilité de faire d'autres choses. Tu vois. Je dis pas que c'est pas ce qui arrivera, mais j'ai cette impression. Vision du futur, Rémi dans un jet avec des bouteilles de la coco. Je vous avais dit quoi? Je suis intègre. On verra. Du coup, c'est quoi ta plus grande peur à toi? Bah, moi, je vais pas parler des enfants, etc., parce que vous avez quasiment pareil, tout évoqué, mais forcément, je pense la peur de perdre un enfant. Mais au-delà de ça, moi, j'ai la peur. Alors, c'est très contradictoire, mais je n'aime pas les humains, j'aime pas de base les contacts humains. C'est comme ma femme, vraiment, elle n'aime pas les humains. J'aime pas. Tu vois, par exemple, quand tu disais ta femme veut pas appeler, veut pas machin, le premier contact, j'ai horreur de ça. Tu me lances, c'est fini. Ça sert à rien de parler, je vais prendre la discussion de A à Z, tu vois. Mais le premier contact, j'aime pas. De base, je suis bien avec les ordinateurs, je suis très bien comme ça. Tout internet, digital, j'adore ça. Le code, c'était ma meilleure life. Et il fait de l'IMO, il est fou. Ouais, mais t'as pas besoin de voir beaucoup de gens. Tu vois un artisan, un notaire. En fait, je pense que c'est pas que t'aimes pas les humains, parce que ça, je pense que ça peut être très mal pris. C'est ça, t'es pas sociable, mais t'aimes pas. J'aime très peu ça. Voilà. J'aime très peu ça. Je sais, par exemple, ma femme, genre par exemple, si on est dans un dîner ou dans un truc comme ça où il y a du monde, des rencontres, elle a une jauge de sociabilité. À un moment donné, quand elle arrive à 0, c'est en mode, elle me regarde en mode, ok, là, je peux plus être sociable. Mais elle vient. Moi, j'irai pas. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Bah, on est allé manger un bout il y a peut-être 2 ou 3 mois de ça, sur une petite terrasse, etc. Et à un moment donné, il va pisser. Il y avait pas mal de monde. Donc, il rentre à l'intérieur pour C'est pas pisser. vrai, je ne pisse jamais. Je lui dis, il me dit, tu vas pas pisser? Je dis non. Il me dit, pourquoi? Il y a trop de monde. Ok. Donc, on en est à ce stade-là. C'est limite de l'agoraphobie, quoi. Mais je suis pas mal, tu vois, mais je sais me doger. Genre, je sais que si là. En fait, si c'est des gens que je connais pas, etc., qui vont pas me parler, ça me dérange pas. Quand je me lève dans un restaurant, j'ai l'impression que tout le monde. Alors que absolument personne va me regarder, personne va me calculer, personne va se dire, oh putain, il va faire pipi. Tu vois. Regardez le millionnaire là-bas qui va pisser. Personne ne me connaît, personne va me dire. Bouh, il est riche, mais timide. T'as vu, les riches, ils font pipi. Et à contrario de ça, j'ai très peur d'être seul. Tu vois, genre par exemple. C'est souvent paradoxal de toute façon ces trucs-là. Quand je fais du business, j'ai une idée. Hugo commence à être témoin parce que des fois, je lui envoie des vocaux avec mon cerveau, il est en train de fuser. Parce que Il m'envoie des émoticônes fusées là. Je pars en couille là, ça y est. Et en gros, j'ai des milliards d'idées et j'ai besoin de gens, mais pas juste de gens lambda qui vont m'écouter. Genre, j'ai besoin, par exemple, typiquement de ma copine et de ma sœur qui vont écouter, qui vont me dire, ok, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, et qui vont aller dans mon truc. Et tu vois. Genre, j'ai très peur un jour, bah genre, je suis solo en train de penser à mes trucs avec 100 millions, si tu veux, sur le compte, et en mode, genre, tu sais, je peux pas. T'inquiète pas, je serai là pour te faire dépenser. Oui, avec 100 millions, je sais que tu seras là. Rémi, il faut investir là. Alors, oui, ça veut dire que toutes ces boîtes-là sont possédées par des copains à moi. Mais tu vois, cette peur un peu d'être solo sur. Peu importe l'argent, c'est pas la question, c'est vraiment d'être solo dans ce que tu vas entreprendre. Ouais, je comprends de ouf. De pas être accompagné. C'est ça. Ou de pas être écouté. Genre. Aujourd'hui, je le vis un peu difficilement dans le sens où je suis accompagné parce qu'il y a ma copine et ma sœur. Mais en entrepreneuriat, c'est pour ça que j'aime beaucoup être là maintenant, alors que j'aimais pas les caméras, etc. Parce que je suis en train de me créer un groupe qui pense un peu comme moi, tu vois. Sauf Hugo qui est un peu bizarre, mais qui pense comme moi. Sinon, non, tu vois, ils pensent comme moi, ils sont dans le même mindset que moi. Tu t'es entouré de gens. Et ça, en fait, ça fait du bien parce que quand je parle d'un truc, bah, il comprend, il est écouté, je suis écouté et tu sais, à la limite, vas-y, viens, pourquoi pas. Et il y a ce truc-là. Il le sait pas encore, mais dans quelques mois, je vais dire, bon, viens, on crée ça, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Tu vois, c'est ce truc-là que j'ai besoin. Franchement, je comprends de ouf parce que il y a genre quelques mois, j'avais une idée de créer un business par rapport, en gros, vous avez vu là comment ils s'appellent, les paysans là qui sont venus. les gueux, oui, les clochards qui font à manger. Les agriculteurs qui sont venus. On aime les agriculteurs. Encore une fois, j'aime les pommes. Tu sais, les agriculteurs qui sont venus sur Paris et tout, qui gueulaient. Ouais. Et en gros, il y a un vrai problème. C'est que nous, en France, on va acheter notre tomate à 3-4 euros le kilo. Ouais. Les agriculteurs, bon, ils vont pas faire de tomates ici en France, ou très peu. Ils vont la vendre à même pas 1 euro. Et c'est des fois pour faire des kilomètres et des kilomètres inutilement. Alors que quand tu pars 1 heure de Paris, tu as énormément de fermes. Et du coup, moi, je voulais faire en mode Uber Eats, mais pour les fruits et légumes. Ok. Sauf que j'en ai parlé à des gens dans un genre de séminaire, etc. Il y en a, ils étaient chauds, etc.
mais ils n'avaient pas ce mindset-là de aller, on y va, on fonce. Du coup, j'ai abandonné ce projet parce que je n'étais pas du tout entouré de bonnes personnes. C'est ça. Et c'est pour ça que ça, c'est... Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'aurais pu le faire, etc. tout seul, mais je sais que je me serais cassé la gueule. Le réseau est une ressource, donc faire le C'est point hyper sur important. ses ressources avant de démarrer un projet, c'est important. Faut toujours avoir un truc, plusieurs choses à apporter sur la table. Mais il y a des gens qui sont entrepreneurs de réseau, hein. C'est-à-dire qu'ils ils font des salades. C'est-à-dire qu'ils ont plein de potes et ils font putain, mais toi et toi, je vous mets ensemble là-dedans là et on fait mon projet. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est parler à des gens et réussir à fédérer et à comprendre quelle est la meilleure recette pour faire la meilleure salade. Et en fait, ils composent juste, ils font bah ouais, pour un projet comme ça, en fait, il me faut un développeur de génie, il me faut un commercial excentrique, il me faut un taré qui est prêt à mettre tout l'argent sur la table parce que il a fait ses millions avec un all-in et du coup, il a un mindset du genre moi les risques, j'adore ça. Et il fait sa composition, il fait voilà, je mets tous ces gens-là dans la même pièce et cette fois, ils vont me créer un gros business. Et bah, ces gens-là juste capitalisent sur leurs compétences premières, à savoir parler aux gens et réussir à les cerner. Et là, typiquement, pour des projets de cette envergure, c'est vrai que c'est juste, ok, combien est-ce qu'il faut d'argent, combien est-ce qu'il faut en temps, quels sont les humains qu'il faut. Et ouais, avoir des copains, je sais qu'il y a plein de projets enfin des copains, avoir du réseau, il y a plein de projets que moi, maintenant, je les envisage. Parce que je sais, ouais, bah en fait, maintenant, il y a une équipe, il y a un tel, il y a besoin de conseils. Et effectivement, ça fait partie des ressources, quoi. C'est que dès lors que tu as un réseau, tout est possible. Enfin, tout devient possible. Tu peux commencer à positionner tes pions et avoir des infos. Moi, je sais que tout ce qui nous manque, par exemple, c'est beaucoup ces putains de métiers de comptabilité et de juriste et de... Putain, mais le jour où on a ça dans l'équipe, enfin dans le réseau, sauf que j'ai l'impression que les entrepreneurs compétents dans ces sphères-là, ils sont rares. Enfin, c'est plutôt une guilde. C'est la guilde des non, parce qu'un super expert comptable, il va pas être ça va pas être un entrepreneur. Ça va pas être un businessman. Ça va être un mec qui va arriver, un expert ou un CAC ou autre qui va être là, qui va faire ses heures de ouf et qui va toucher son beau billet. Et du coup, tu les rencontres jamais. Tu peux les rencontrer. Moi, j'avais rencontré un expert comptable. C'était ma femme c'était un truc Propertips, je crois. C'est une application qui met en réseau, etc. et tout. Et il y avait une petite rencontre là-dessus. Il y avait un expert comptable. Un mec un peu... C'est pas le genre de mec... Qui va venir dans un business... Je l'ai pas senti. Moi, il est gentil, il est rigolo, etc. Mais c'est pas lui qui va trouver... Enfin, pour savoir bien déclarer les choses, quoi. Et pourtant, on le fait à merveille. Qui va pas te donner les bonnes solutions, en fait. Ouais. Parce que les mecs les plus riches en France et tout, ils ont une armée de fiscalistes. Eh oui, bien sûr. C'est pour ça que nous, on va payer plus d'impôts qu'un mec qui est multimilliardaire. Bien sûr. Parce que... Je vous arrête tous, on arrête tout. Ça fait c'est de la merde, on coupe, on revient demain. Non, mais on va arrêter là. Il y a une dernière question ou Non, mais là, ça fait 2 heures qu'on tourne. Et puis, il fait super chaud, moi, j'en peux plus. Ok, en tout cas, merci Sofiane c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Très sympa invité. Comme épisode, vraiment trop cool. Sympa. Si vous avez des questions même sur justement la location, la conciergerie plutôt, donc si vous louez votre appartement ou des appartements ou des biens atypiques, principalement en région parisienne, il y aura des liens dans la description. N'hésitez pas effectivement à faire appel à lui et sa charmante épouse qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on a affaire à des spécialistes et on essaye. Je pense que vous serez entre de bonnes mains. Tous les liens sont dans la description. Merci à Rémi aussi finalement d'être venu te joindre à nous sur cet épisode encore une fois. C'est parti des meubles, toi, maintenant. Tu m'étonnes, exactement. On te reverra de toute façon encore sur un épisode spécial immobilier, mais avec des questions un peu plus précises et un peu plus techniques. Merci à tous. On se voit au prochain épisode. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, un partage. Et puis, effectivement, on se voit au prochain épisode. Bye bye tout le monde. Bye bye. Ciao. Ciao.